Donc, je vais vous parler de vagues technologiques aujourd'hui, d'accord? J'en ai déjà un peu parlé parce qu'on a quand même parlé du décollage industriel. C'est quand même l'avènement de la première vague, celle de la machine à vapeur, d'accord? Donc là, j'essaie de voir si je peux passer mes slides, mais visiblement, j'ai un petit problème. Alors, je ne sais pas, ça ne passe pas. J'ai un problème avec le... J'ai un petit problème technique. On parle de technologie, mais... Alors, ah oui, parce qu'il faut l'allumer. C'est ça, non? Monsieur Innovation, voilà. Oui, oui, non, 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 non. C'est pas si simple. Hein? Il ne marche pas, hein? D'accord, bah, je vais le faire... Ah, mon honneur est sauf. Bon, je vais passer ici à ce moment-là. Donc, voilà. Donc, en fait, si vous voulez, le décollage industriel a commencé à coïncider avec la vague de la machine à vapeur, d'accord? Et qu'on ne voit pas bien ici, en fait. Alors, évidemment, comme je perds tout, je ne peux même plus pointer. Je peux pointer ou je ne peux même pas pointer? Non, il n'y a plus rien. C'est totalement mort, même pas de point. Vous voyez la courbe sur la gauche, il y avait une autre montagne, vous voyez, que vous ne voyez pas, et c'était la montagne de la révolution de la machine à vapeur. Et là, vous voyez celle de l'électricité et celle des technologies de l'information. Et donc, en fait, voilà, donc on peut voir l'histoire industrielle mondiale, l'histoire technologique mondiale, comme une succession à partir, disons, de la première révolution, comme une succession de 4 vagues. La première, c'est la machine à vapeur, qui culmine, enfin, qui démarre vraiment en 1820, 1840. Hein. Ensuite, vous avez la révolution de l'électricité, la révolution des TIC et la révolution de l'IA. Alors, vous voyez, à chaque fois, on montre 2 chiffres. On met 18e, 19e siècle, parce que la machine à vapeur, le principe lui-même, apparaît avant. L'invention est faite à un certain moment, et ça prend un certain temps avant qu'il y ait un décollage. Vous voyez, un retard entre le moment où l'invention est faite et le moment où ça décolle, vous voyez, où vraiment l'économie dans son ensemble est affectée par cette révolution industrielle. C'est la même chose avec l'électricité. Edison, c'est au 19e, mais le décollage de la croissance aux États-Unis dû à l'électricité, c'est en 1920, donc plus tard. Donc il y a toujours ce retard qu'on va essayer d'expliquer. L'éthique, on voit donc... il y avait toujours la blague de Robert Solow, que je vous ai répété plusieurs fois. On voit les ordinateurs partout, sauf dans les statistiques. Donc, vous voyez que ça met un certain temps, la révolution des TIC, avant de décoller. D'accord ? Et l'IA, ça fait longtemps que, et ça je reviendrai là-dessus, que, en fait, l'intelligence, depuis 1956, on parle d'intelligence artificielle. Et en fait, le décollage, vraiment la révolution de l'intelligence artificielle, c'est surtout au cours des 10-20 dernières années. D'accord ? Donc voilà, il y a toujours donc ce retard entre le moment où l'invention est faite, et c'est l'invention, ce qu'on appelle d'une technologie générique, et cette technologie générique va s'appliquer à tous les secteurs de l'économie en donnant lieu à chaque fois des innovations secondaires. C'est-à-dire qu'il y a une technologie générique, mais pour l'appliquer à tel ou tel secteur, il faut d'autres innovations qui sont des innovations secondaires qui vous aident à mettre en pratique cette technologie générique à différents secteurs. D'accord ? Donc vous avez une technologie générique qui est suivie de plein d'innovations secondaires, d'accord ? Et voilà. Et le problème, c'est que les vagues, les innovations secondaires, il y a un certain retard entre le moment où l'innovation technologique est faite et le moment... Ah, ça, c'est génial. Et ça marche direct. Ah oui, parce que vous allez mettre ça quand même, oui. Quand même, ça peut aider. Ah oui, oh là là, c'est super. Ah oui, oui, et puis en plus, vous voyez, ça anime. Super. Très bien, merci beaucoup. Merci. Voilà, bravo. Là, pour l'applaudir, parce que c'est ça. Voilà. Et donc, il y a toujours un retard entre le moment où la technologie qui est inventée et le moment où les innovations secondaires apparaissent. Et en général, on va voir que ça suit une courbe logistique. C'est-à-dire que si on regarde la fraction des secteurs dans l'économie qui est affectée par la technologie générique, en général, pendant un certain temps, mettons que la découverte ait lieu là, pendant un certain temps, il ne se passe rien. Et puis, ça va être comme ça, quoi. Et là, j'ai la fraction des secteurs qui adoptent. Donc évidemment, ça culmine à 1. Hein, on peut pas aller, une fraction ne peut pas aller. Un pourcentage de secteurs, ça ne peut pas aller au-delà de 1. Fraction des secteurs qui adoptent
la nouvelle révolution technologique. La technologie générique. La technologie générique. Et vous voyez, ça a cette courbe, cette forme logistique. Vous voyez, et c'est souvent, voilà, donc on va revoir ça, hein, on va revenir là-dessus. Alors donc évidemment, il y a d'abord la machine à vapeur. Donc en 1669, il y a le perfectionnement de la machine à vapeur par James Watt, d'accord. L'innovation se développe d'abord en Angleterre et puis en France, puis se diffuse à d'autres pays, les États-Unis, d'accord. Et elle rencontrera ses premiers succès dans l'industrie cotonnière. Le secteur est alors confronté à une demande en plein essor, notamment portée par le succès des cotonnades indiennes. D'abord pour le filage, actionnant la mule automatique, une machine à filer. Puis pour les autres étapes, impression, l'invention en 1783 de la machine à cylindre par Thomas Bell, le métier à tisser mécanique breveté en 1785 par Edmund Cartwright. Et voilà, et donc vous avez finalement, et ensuite vous avez la diffusion de la machine à vapeur à la métallurgie. Face à la pénurie progressive de charbon de bois, le secteur s'est tourné vers un nouveau combustible pour ces hauts fourneaux, le charbon de terre. La machine à vapeur a facilité l'utilisation du charbon de terre, pompage de l'eau inondant les mines, on ne peut augmenter les quantités extraites, production de puissance pour les soufflets et les marteaux, et ce développement de la métallurgie entraîne à son tour des transformations dans de nombreux secteurs, fournissant de nouveaux outils ou machines produits à partir de fer. D'accord ? Donc, c'est comme ça que vous allez avoir, vous voyez, cette technologie de base, cette technologie générique qui va se diffuser à l'ensemble de l'économie. D'accord ? Alors ensuite, vous avez la révolution de l'électricité. Donc Werner von Siemens, vous voyez, donc un nom que vous connaissez bien, est l'un des premiers à mettre au point la dynamo, un générateur de courant électrique continu. Thomas Edison commercialise l'ampoule électrique. Cette révolution culmine dans la seconde moitié du XXe siècle, parce qu'elle va se diffuser partout, mais aux États-Unis, la révolution a lieu, disons, 1820, mais elle va se diffuser vraiment partout, même après la guerre. Vous voyez, même au Japon, en Europe, elle met du temps à se diffuser, cette révolution-là. Robert Gordon la surnomme la One Big Wave. Alors, un petit peu, Gordon a un peu l'idée que c'est la grande révolution et que depuis, c'est moins important ce qu'on a fait. Alors, on a un grand débat avec Robert Gordon, qui est un homme merveilleux et qui est un formidable historien de la croissance. Et un peu l'idée, lui, c'est un peu un pessimiste. Moi, je suis plutôt un optimiste et Gordon est plutôt un pessimiste. Il pense que les grandes inventions ont été faites et que maintenant, ça va être moins important. Bien que dans mes discussions avec lui, il commence à changer un peu et il considère que l'IA, ça peut être quand même quelque chose d'important. Voilà, donc il est voilà, un petit peu hésitant maintenant de dire que toutes les grandes découvertes ont été faites et que voilà, qu'il n'y a plus rien à découvrir. Il voit un peu les technologies comme un arbre fruitier, c'est-à-dire que les meilleurs fruits, c'est ceux qu'on cueille tout de suite. Et puis après, il faut grimper et les fruits sont moins mûrs, ils sont plus acides. Et lui, il voyait un petit peu les révolutions technologiques comme un arbre fruitier, c'est-à-dire qu'on avait déjà consommé nos fruits mûrs et faciles à avoir, qui étaient la machine à vapeur, l'électricité, et que les autres fruits, qui sont les tiques notamment, c'était moins important et plus difficile et moins important. Mais là, on a tout un débat. Est-ce que les idées sont plus dures à avoir ou moins plus dures à avoir? Mais ça, on aura ce débat de manière répétée. Alors, la révolution de l'électricité traverse l'Atlantique dans le sens inverse à la première vague, puisque la vague de la machine à vapeur, ça commence en Europe et ça traverse l'Atlantique vers les États-Unis. Tandis que l'électricité, ça va dans l'autre sens, en fait. Ça va essentiellement vraiment démarrer la vague en tant que telle aux États-Unis et elle va traverser l'Atlantique et aller vers l'Est. Voilà. Et elle atteint son apogée dans les années 30 et se généralise dans les autres développés qu'après la Seconde Guerre mondiale. Elle est de plus grande ampleur en Europe et au Japon qu'aux États-Unis, survenant dans un contexte de reconstruction et de rattrapage technologique. Et là, je vous ai déjà un peu raconté le rattrapage technologique européen par rapport aux États-Unis. D'accord ? Alors ensuite, il y a le numérique, la troisième révolution, la révolution des technologies de l'information, hein, les TIC, les fameux TIC, technologies de l'information et de la communication. En 69-71, Federico Magin et Marcian Hoff, deux ingénieurs de chez Intel, mettent au point le microprocesseur. Apparaît alors progressivement une révolution numérique fondée sur l'ordinateur, l'Internet. Sur le plan technique, cette révolution se repose sur la transition d'un mode de transmission analogique, reposant sur des variations non quantifiées de courant ou de tension des informations, à un mode numérique en convertissant les informations en données chiffrées. D'accord ? Et après, on a l'intelligence artificielle. Alors l'intelligence artificielle, l'histoire remonte à plus de 70 ans. Dès 1950,
le mathématicien et cryptologue britannique Alan Turing. J'étais à Cambridge avec Patricia la semaine dernière, et on était à King's College, et on a vu des belles photos de Alan Turing. J'aurais dû la prendre et vous la montrer là, je n'ai pas pensé finalement. Vous l'avez la photo, voilà. Donc vous voulez voir la photo, Patricia, on va la mettre sur le site, puisqu'il était en fait fellow à King's College, Cambridge, qui est un merveilleux collège. Vous devriez vraiment aller le voir, c'est absolument splendide. C'est impressionnant. Alors, Alan Turing s'intéresse à la capacité d'une machine à imiter une conversation. C'est quelques années plus tard, en 1956, qu'apparaît pour la première fois le terme d'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle se développe d'abord sous la forme de règles déductives du type si ceci, alors cela. Cette approche dite symbolique, fondée sur le raisonnement et les instructions, est largement majoritaire jusque dans les années 90. Et ce qui se passe, c'est que sans qu'on abandonne l'approche symbolique, eh bien, à partir des années 90, eh bien, c'est l'approche statistique qui va se mettre à dominer, et qui, notamment avec l'avènement du machine learning. Contrairement à l'approche symbolique, l'humain ne détermine pas un ensemble de règles si alors dans l'approche statistique. Avec l'approche statistique, l'humain veille à ce que l'ordinateur apprenne à identifier des relations statistiques entre les données. Il n'y a donc pas d'instruction explicite d'un humain. La machine est entraînée à reconnaître des liens à partir d'un ensemble de données dites d'entraînement. La machine applique ensuite ces liens à des données nouvelles pour effectuer une tâche. D'accord ? Et le succès de l'approche statistique repose sur deux ingrédients de base, les données d'un côté et la puissance de calcul. Et donc voilà, en France, on a des données, notamment de santé, qui sont très bonnes, mais on manque de puissance de calcul. Donc ça, on en reviendra là-dessus. On parlera un peu de ça plus tard. Voilà, je vous donne un peu une idée des grandes vagues technologiques, d'accord ? Alors, elles suscitent évidemment, chaque fois qu'il y a une vague technologique, eh bien évidemment, on espère que ça va générer de la croissance. Nous, par exemple, en France, on a une croissance un peu atone en ce moment, ça ne vous a pas échappé. Et on compte beaucoup sur la révolution de l'intelligence artificielle pour doper la croissance, d'accord ? Mais les révolutions technologiques alimentent également des craintes. Et chaque fois qu'il y a eu une grande révolution technologique, la crainte, ça a été que la machine supplante l'homme. Et que finalement, la révolution technologique conduise à du chômage de masse. Et en fait, depuis déjà, et ça on va revenir là-dessus, depuis la première révolution technologique, chaque fois qu'il y a eu une révolution technologique, il y a eu cette crainte que ça génère du chômage de masse. Et on le voit à nouveau avec l'IA. Il y a ce qu'on appelle, les gens brandissent le risque existentiel. Il y a certains qui ont cette vision de l'IA. En Poly, par exemple, était quelqu'un qui déteste l'IA, quoi. Et il a peur que l'IA nous rende tous redondants, et il voit presque un complot autour de l'IA, hein, carrément. Hein. Voilà, donc on regardera un peu tout ça. Alors, je vais essayer d'appréhender les vagues technologiques, un petit peu de les décrire, si vous voulez, et puis après, je me poserai la question, est-ce qu'il faut vraiment les craindre ou pas les craindre ? Qu'est-ce que ça veut dire craindre une révolution technologique ? D'accord ? Alors, je commence par appréhender les vagues technologiques. Alors, historiquement, donc, le progrès technique s'est structuré en, disons l'histoire de la croissance, je dirais, parce qu'on a eu de l'invention bien avant le décollage de la croissance. Je dirais que depuis le décollage de la croissance, eh bien, l'histoire du progrès technique s'est articulée autour de vagues technologiques. Le terme de vague technologique désigne une période pendant laquelle une technologie générique se diffuse à l'ensemble des secteurs. Vous voyez la vague ici, elle démarre là vraiment. La technologie est inventée ici, mais la vague, elle démarre ici, ça va de là à là, quoi, en fait. Et c'est là qu'il y a vraiment la vague, d'accord ? Donc vous avez en fait une innovation majeure, qui est comme l'invention de la machine à vapeur, ou l'invention de l'électricité, ou l'invention de le premier microprocesseur, etc. Et puis, vous avez ensuite des innovations secondaires qui vont adapter cette technologie de base à différents usages, différents secteurs, etc. D'accord ? Donc, vous avez cette courbe logistique que j'ai décrite ici. D'accord ? Alors, l'innovation majeure va entraîner une hausse de la croissance de la productivité à mesure de sa diffusion et de la transformation des méthodes de production. On va devenir plus productif, quoi. Et donc, normalement, les vagues entraînent une période de croissance. Je vous avais déjà montré la vague d'éthique
qu'aux États-Unis, juste après que Solow ait dit qu'on ne voyait pas du tout l'ordinateur dans les statistiques, juste après, eh bien, on voit qu'il y a eh bien une poussée de croissance aux États-Unis. La croissance de la productivité, eh bien, elle augmente sensiblement entre 1995 et 2005, et puis après, elle va baisser à nouveau, d'accord? Donc on voit bien, avec la révolution des TIC, que vous avez cette poussée de croissance, mais ça a été le cas également avec la révolution de l'électricité. Puis vous avez vu les montagnes que je vous présentais, c'était le taux de croissance. On voit le taux de croissance augmente beaucoup avec la première vague, ça rebaisse, ça remonte avec la vague d'électricité, ça rebaisse, ça remonte avec la vague des TIC, ça rebaisse, et on dirait que ça va remonter avec la vague de l'IA, d'accord? Alors, ce qui se passe, c'est que donc, mais à un moment donné, on va arriver à un niveau de saturation, c'est-à-dire là, où on a diffusé partout, quoi. Et donc, à mon niveau, ça va, il va y avoir, la croissance va retomber à ce moment-là, d'accord, jusqu'à ce qu'il y ait une nouvelle vague, d'accord. Donc, la croissance de la productivité va diminuer jusqu'à ce qu'une nouvelle vague vienne prendre le relais. Ces vagues s'apparentent à ce qu'on appelle en gros, vous savez, on a parlé souvent, il y avait un économiste soviétique qui parlait de cycles de Kondratiev, des grands cycles. En fait, ces grands cycles suivent les vagues, en fait. Voilà, il n'y a pas de grand mystère derrière les cycles de Kondratiev. En gros, ils correspondent aux vagues technologiques. Ça dure environ 50 ans. Environ cette période-là et cette période-là, quand vous allez de là à là, en général, ça fait à peu près 50 ans. Ou en tout cas, c'est par quelques dizaines d'années. Alors, on désigne sous le nom de technologie générique les innovations majeures. D'accord? Donc, alors faites attention, parce que en anglais, les technologies génériques, ils disent General Purpose Technology. Mais ça n'a rien à voir avec le GPT de ChatGPT. D'accord? Alors, il faudrait que je me souvienne de ChatGPT, quel est le GPT dedans. Mais ce n'est pas. ChatGPT ne s'appelle pas ChatGPT à cause de General Purpose Technology. D'accord? Ça, juste pour vous le dire. Qu'est-ce qui distingue ces innovations des autres et pourquoi ont-elles un effet sur la croissance économique? Alors, les technologies génériques. Alors, ceux qui ont vraiment étudié ça, j'ai deux collègues, Jovanovic et Rousseau, donc il y a un papier qui est dans un handbook que j'ai eu l'honneur d'éditer avec Steve Durloff et qu'on continue à éditer maintenant, qui est le Handbook of Economic Growth. Je vais prendre un petit peu d'eau, je me déshydrate. Et donc, ce qui se passe, c'est que, eh bien, ils cherchent à définir ce que c'est qu'une technologie générique. Alors, ils illustrent ensuite leur définition à partir de deux exemples de General Purpose Technology. À nouveau, là, GPT, c'est pas ChatGPT, l'électricité et les technologies de l'information. Alors, on y va. Alors, les auteurs en prennent. Alors, les gens qui ont commencé avant eux à étudier beaucoup les technologies génériques, c'est Tim Bresnahan, qui est un collègue et très bon ami à moi, qui est à Stanford, et Manuel Trachtenberg, qui est un formidable économiste à l'université de Tel Aviv. Manuel aussi a été très important dans le mouvement en Israël, parce que quand il y a eu les mouvements sociaux en 2011, il avait été désigné comme médiateur social. Donc, c'est quelqu'un qui, à la fois, a fait des grandes contributions en économie et qui, en même temps, est très actif, enfin voilà, qui est quelqu'un de formidable en Israël. Moi, je lui dis toujours qu'il devrait être Premier ministre, parce que s'il devient Premier ministre, je peux aller dans la maison de mon oncle. Ouais, je vais dire pourquoi. Voilà, si vous regardez pourquoi, voilà. À Guillaume, Premier ministre Israël. Voilà. Alors, la définition d'une technologie générique à partir de 3 caractéristiques fondamentales. Qu'est-ce qui fait qu'une technologie est générique? Eh bien, d'abord, c'est la fécondité. Elle donne lieu à une vague d'innovation secondaire qui l'applique à différents secteurs économiques. Ensuite, elle est perfectible. Au cours du temps, elle s'améliore, ce qui permet une baisse progressive de son coût pour les utilisateurs. Et enfin, l'universalité, elle se diffuse à l'ensemble des secteurs de l'économie. D'accord? Donc, regardons d'abord l'aspect fécondité de la technologie générique en détail. D'accord? Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, la fécondité, une technologie générique affecte en profondeur les processus de production, y compris ceux d'innovation et d'invention dans différents secteurs. D'accord? Elle n'est pas du prêt-à-porter, elle doit être adaptée aux différents secteurs de l'économie grâce à des innovations secondaires. Et c'est ça l'objet des innovations secondaires, c'est de l'adapter. Chaque fois que vous adaptez la technologie générique à une différente application, c'est une innovation secondaire. Ça vous donne des brevets, ou pas forcément des brevets, ou des trade secrets peut-être, mais voilà. Il existe 2 types d'innovations secondaires, les innovations de procédés, qui aident à fabriquer des produits existants, mais mieux les faire de manière, disons, c'est des innovations qui aident à les fabriquer à moindre coût. De manière plus efficace, c'est ça des innovations de procédés. On dit process innovation en anglais. Et puis vous avez l'innovation de produits, c'est-à-dire que vous pouvez développer des nouveaux produits. Et les innovations, c'est toujours l'un ou l'autre. Ou j'apprends à produire ce qui est déjà les produits existants moins chers, ou j'invente des nouveaux produits. D'accord?
Alors, exemple d'innovation de procédé, l'électricité, en alimentant les usines en énergie de façon continue, peut être considérée comme à l'origine de l'automatisation des processus de production, ce qui évidemment va permettre de produire moins cher. Évidemment, vous allez pouvoir automatiser et produire à grande échelle, faire des économies d'échelle énormes. Voilà. En développant les capacités de simulation informatique, les technologies d'information ont changé la façon de faire de la recherche empirique. Voilà. Ça aussi, c'est un. Eh bien, je peux faire de la recherche empirique de manière beaucoup plus efficace en utilisant l'Internet et les outils de la révolution de l'éthique. Alors, exemple d'innovation de produits, maintenant, le développement d'éthique a favorisé la création des smartphones. Donc, il y a des nouveaux produits qui apparaissent grâce aux TIC, vous voyez ce que je veux dire. Donc ça, c'est là, vous avez une innovation qui vous donne, qui donne lieu à des nouveaux produits, d'accord. Alors voilà. Alors une façon d'étudier les innovations, alors maintenant secondaires. Donc je dis la fécondité, c'est qu'une technologie générique donne lieu à des innovations secondaires ou de procédés ou de produits, d'accord. Et une manière de mettre en évidence, de regarder ces innovations secondaires, c'est intéressant au nombre de brevets déposés par million d'habitants. Aux États-Unis, ce nombre augmente fortement entre 1900 et 1930. Donc vous voyez que c'est la vague. C'est là que la vague démarre, quoi, en fait. Vous voyez, vous allez voir plein de. Parce que chaque fois que vous allez appliquer l'électricité à des secteurs, la révolution électrique à des secteurs nouveaux, c'est des brevets qui sont déposés. Et on voit que tout d'un coup, il y a une explosion dans le nombre des brevets. D'accord. C'est une des manières de mesurer le décollage de l'innovation, d'accord. Et pour l'éthique, c'est après 1977, il commence à y avoir un nombre de brevets qui augmente. Alors après, la hausse du PIB par tête, l'accélération de la croissance, elle viendra plus tard. Vous avez les brevets, et puis plus tard, vous avez le décollage de la croissance du PIB par tête, d'accord. Donc, par exemple, le décollage pour l'électrification entre 1900 et 1930, dès 1900, vous avez beaucoup de brevets, mais le décollage de la croissance du PIB par tête, elle commence en 1920. Par exemple, pour les TIC, le décollage de la croissance, c'est vraiment à partir de 1995. Le décollage du nombre de brevets, c'est avant. Vous voyez, le brevet vient avant le décollage en termes de croissance du PIB par tête. D'accord. Alors, on remarque aussi une forte hausse après des périodes de conflit. Par exemple, fin de la guerre civile aux États-Unis, évidemment, et fin de la Seconde Guerre mondiale, parce que ça permet de diffuser les innovations, évidemment. Les guerres, souvent, bloquent la diffusion. Et dès que la guerre se termine, eh bien, la diffusion reprend. Ouais, évidemment, je vois que vous avez plein de questions, et malheureusement, je ne peux pas, là, mais ce sera des questions que vous me poserez après, qu'on pourra... fécondité. Alors je continue. Des facteurs institutionnels, notamment le cadre légal applicable à la propriété intellectuelle et la façon dont il est appliqué, jouent un rôle dans cette augmentation du nombre de brevets, évidemment. Hein. Donc ça, on revient à Mokyr, évidemment, hein, c'est-à-dire, ben voilà, évidemment, un cadre légal favorable, eh bien, favorise la diffusion, quoi. D'accord. Donc il vous faut, c'est pas automatique, il faut qu'il y ait quand même des conditions qui favorisent la diffusion des innovations. Alors, il y a également le rôle central de la technologie dans le... Oui, c'est ça, donc je continue. Une autre façon d'étudier les innovations secondaires, c'est d'intéresser aux créations d'entreprises. Donc, une des manières de regarder, c'est de dire, je regarde le nombre de brevets. Et l'autre, je dis, bon, le brevet, c'est pas tout n'est pas breveté, mais je peux regarder le nombre de nouvelles entreprises. Hein, c'est toujours l'idée. Une manière d'avoir l'innovation, c'est quand même le nombre, les créations d'entreprises. Alors, les nouvelles entreprises ne subissent pas de coûts liés au passage des anciennes aux nouvelles technologies. Elles n'ont pas le problème de dépendance au sentier. C'est souvent que si je suis une entreprise déjà d'un certain âge et que je suis déjà mis en œuvre des technologies, c'est toujours très coûteux, vous savez, de passer d'une technologie à une autre. C'est beaucoup plus facile de démarrer, de partir de zéro et de démarrer avec une nouvelle technologie, d'accord. Et donc, évidemment, les nouvelles entreprises, elles ont une organisation plus flexible que les entreprises existantes. Donc, elles peuvent plus facilement mettre en œuvre des nouvelles technologies parce qu'elles n'ont pas le problème de dépendance au sentier, d'accord. Alors, l'arrivée d'une technologie générique devrait donc être à l'origine d'entrée et de sortie d'entreprise. C'est-à-dire que ça devrait normalement, eh bien, augmenter le taux de destruction créatrice, quoi. Parce qu'il va y avoir de nouvelles entreprises qui vont arriver justement avec ces nouvelles technologies, c'est ce qu'on voit avec l'IA, et elles vont évidemment concurrencer, voire déloger des entreprises existantes, d'accord. Pour mesurer l'entrée de nouvelles entreprises, on regarde la valeur des entreprises qui entrent au New York Stock Exchange, American Stock Exchange ou le Nasdaq, en pourcentage de la valeur totale de la bourse correspondante. Et on observe bien une hausse durant les deux périodes de diffusion des GPT. Là, vous voyez la hausse ici
vous voyez la hausse de la valeur des entreprises qui rentrent. Ça y est, ça augmente beaucoup là avec la vague de l'électricité. Et là, vous avez la vague d'éthique. Vous voyez, c'est intéressant parce que c'est une autre manière de voir qu'il se passe quelque chose d'important, que tout d'un coup, l'activité est stimulée. D'accord ? En économie, on utilise toujours plusieurs mesures, parce qu'une seule, on peut toujours vous critiquer. Donc, il faut essayer d'utiliser le plus de mesures possible. Donc, les brevets, l'entrée de nouvelles entreprises, l'entrée de nouveaux produits, tout ça, c'est des mesures. Le PIB par tête, la croissance du PIB par tête, aucune n'est parfaite. Mais quand elles vont toutes dans le même sens, vous vous dites, là, je capture vraiment quelque chose. Voilà. C'est comme ça qu'on... alors, donc je disais qu'il y a l'aspect fécondité, l'aspect perfectibilité. J'ai dit qu'une autre caractéristique d'une technologie générique, c'est qu'elle s'améliore au cours du temps, ce qui permet une baisse, c'est qu'elle devient moins coûteuse à utiliser, d'accord ? Donc, à mesure qu'elle vieillit, la technologie générique progresse en efficacité. Ce progrès peut avoir deux conséquences, une baisse des prix et une hausse de qualité. Pour étudier ces effets, on peut s'intéresser au prix réel en neutralisant l'effet de l'inflation du capital ajusté pour la qualité. Une baisse de ce prix traduit une amélioration, des améliorations technologiques qui permettent de diminuer le prix de la technologie générique à qualité donnée. Et là, à nouveau, on voit quand on s'intéresse par exemple, on voit qu'entre, tu vois, l'ensemble des types d'équipements, le prix du capital diminue de façon continue entre 1885 et 1995. On observe que cette baisse s'accélère dans la seconde partie de la diffusion des technologies génériques, c'est-à-dire qu'entre 1905 et 1920 pour l'électricité, vous voyez qu'il y a une accélération de la baisse, et vous avez à nouveau une accélération de la baisse ici, vous voyez, par rapport à un trend. Vous voyez que, dès que dans la dernière partie de la diffusion des General Purpose Technologies, c'est-à-dire là, cette partie-là, vous voyez, c'est dans ces parties-là que vous observez que là, par rapport au trend, vous avez une baisse plus prononcée du prix. Et ça vous donne ça reflète un effet, de gain en efficacité, d'accord ? Et donc, voilà, cela semble plaider en faveur d'un perfectionnement progressif des technologies génériques, d'accord ? Ça, c'est comme ça qu'on essaie de regarder. Alors, si on se concentre sur les technologies génériques, on remarque que la chute de prix pour les capitaux qui sont directement liés est très marquée, d'accord ? Deuxième vague, là, vous l'avez là, la production d'électricité, moteur à explosion, rendu possible par les bougies électriques. Troisième, la vague des ordinateurs, des technologies de l'information, vous le voyez dans ce que j'ai montré là, vous voyez à nouveau que vous avez chute des prix pour les capitaux qui sont directement liés. OK, alors ensuite, la chute de prix est particulièrement forte pour l'ordinateur. Son coût est divisé par 10 000 en 25 ans. Pour l'électricité ou les véhicules moteurs, les prix sont seulement divisés par 10 en un siècle. Donc vous voyez, ça a été quand même incroyable, la révolution. Donc là, j'ai toujours le débat avec Gordon, mais je ne sais pas ce que tu veux dire quand tu veux dire que la révolution d'éthique n'est pas importante. En fait, elle est très importante. Elle est très importante non seulement parce qu'elle fait baisser, si tu veux, parce qu'elle baisse les coûts de production, elle améliore la production, mais elle améliore la technologie d'innovation également. Et ça, c'est quelque chose qui, à mon avis, n'avait pas été pris en compte suffisamment par les études antérieures. Alors, l'universalité, elle se diffuse à l'ensemble des secteurs de l'économie, la technologie générique. Donc, la diffusion prend la forme d'une courbe en S, vous le voyez là, et vous voyez que c'est très intéressant, c'est qu'elle se fait au détriment des technologies antérieures. Si je regarde le pourcentage de la capacité totale qu'utilise, là vous voyez la vague, là regardez la vague de la machine à vapeur, puis tout d'un coup il y a l'électricité, et vous voyez que ça fait tomber, alors l'eau, alors évidemment, la bonté de la machine à vapeur, ça fait tomber l'énergie hydraulique, parce qu'avant la machine à vapeur, les usines utilisaient, c'est des moulins à eau, des moulins, quoi. C'était l'énergie hydraulique. Et puis à mesure que vous allez avoir diffusion de la vague de la machine à vapeur, vous faites évidemment, vous réduisez le nombre de secteurs qui utilisent l'hydraulique. Donc vous voyez, quand la vapeur monte, l'hydraulique baisse, quoi. Et puis ensuite, quand l'électricité va monter, c'est la vapeur qui va baisser. Vous voyez, la destruction créatrice, elle est partout, là. Je ne veux pas faire de la pub supplémentaire pour la faire, voilà. Et donc, vous voyez, et ça, c'est tout le temps comme ça. Et cette diffusion se fait au détriment des technologies antérieures qui déclinent symétriquement. Donc, on retrouve bien le principe de destruction créatrice. Le nouveau remplace l'ancien, voilà. Un jour, j'ai été critiqué, je crois que c'est quelqu'un dans ce cours, je ne sais plus quelqu'un, il y a quelques années, en me disant, ah, Guillaume, il est épouvantable parce qu'il est pour la destruction créatrice, quoi. Et moi, je lui ai dit, c'est comme si tu me disais, je suis pour que le soleil se lève à l'est, quoi, et se couche à l'ouest, quoi. C'est une donnée, c'est-à-dire que c'est un fait, quoi. Donc,
Alors, aux États-Unis, l'essor de l'électricité a coïncidé avec donc une chute de l'usage de la puissance de la vapeur dans l'ensemble des secteurs. Et ça, vous le voyez ici. En 1899, la vapeur représente près de 80% de la puissance utilisée dans l'industrie manufacturière américaine, l'électricité moins de 10%. En 1929, l'électricité est passée à plus de 60%, la vapeur à 30%. D'accord ? Auparavant, l'essor de la machine à vapeur avait progressivement supplanté la propulsion hydraulique. Les industries traditionnellement implantées le long des cours d'eau avaient pu s'établir librement sur le territoire. Et cette diffusion n'est pas concentrée dans quelques secteurs qui tireraient la croissance agrégée. Tous les secteurs adoptent l'électricité, se détournent de la vapeur. Ça, c'est tous les secteurs. Donc, c'est vraiment à chaque fois, ce n'est pas juste quelques secteurs qui portent le mouvement, c'est l'ensemble des secteurs qui va abandonner l'hydraulique pour la vapeur, ensuite l'ensemble des secteurs qui va abandonner la vapeur pour l'électricité. D'accord ? Alors, je continue. On retrouve une dynamique similaire dans le cas de la révolution des technologies de l'information. En 1970, les TIC représentent moins de 1% du stock de capital de l'industrie américaine. Et en 2000, les TIC constituent plus de 8% du stock de capital. C'est pas 8, c'est... Oui, c'est ça. Donc ça passe de 1. Comme si c'était le cas pour les révolutions technologiques antérieures, les TIC se diffusent à tous les secteurs. La diffusion est plus rapide dans certains secteurs, tandis que dans d'autres secteurs, eh bien, il a adopté les TIC après 1985. Donc ça, je le vois, si je regarde là les secteurs, vous voyez, ça, donc les secteurs les plus rapides, ça c'est le 90e pourcentile, c'est-à-dire c'est parmi les 10% qui adoptent le plus vite, ça passe comme ça, et ça, vous avez parmi les 10% qui adoptent le moins. Donc il y a différents secteurs qui adoptent la technologie à différentes vitesses, d'accord ? Tous les secteurs ne vont pas à la même vitesse pour adopter la technologie générique. La courbe en S peut s'expliquer par l'importance des externalités. Alors pourquoi maintenant ? La question, c'est pourquoi ça a cette forme logistique. Après tout, ça pourrait être comme ça, vous voyez ce que je veux dire. Pourquoi ça prend cette forme-là, logistique ? Alors, il y a eu plusieurs tentatives d'explication pour la forme logistique de la courbe de diffusion. Ça peut s'expliquer par l'importance des externalités de réseau dans le déploiement des technologies génériques. C'est-à-dire, plus le nombre d'utilisateurs est important, plus de nouveaux utilisateurs bénéficient de la technologie. C'est ce qu'on appelle des effets de boule de neige, si tu veux, des effets de réseau. Plus il y a des gens dans le réseau, plus c'est intéressant pour moi de me brancher au réseau. C'est des externalités de réseau, hein, d'accord ? C'est de ça qu'on parle. Hein. D'accord ? Donc ça, c'est une explication pour l'effet boule de neige, pour la forme logistique. Par exemple, l'électricité, la mise en place d'un réseau de distribution à grande échelle est rentable uniquement si le nombre d'utilisateurs est important. Avec les TIC, le développement de l'informatique requiert une masse critique d'utilisateurs, en particulier pour l'utilisation de l'Internet. Donc la question, c'est qu'il faut que des gens qui se coordonnent. Au début, personne n'y va. À un moment donné, il y en a un qui dit « mais quand même, je vais y aller ». Et à partir du moment où il y a suffisamment de gens qui commencent à y aller, tout le monde suit, quoi. Et donc, on voit qu'il y a un effet boule de neige, à un moment donné, qui se produit. Il y a des gens peut-être qui ont compris avant d'autres ou qui ont intérêt avant d'autres. C'est les premiers. Et puis, une fois que les premiers sont entrés, il y a l'effet boule de neige qui induit cette forme logistique de la courbe de diffusion. D'accord ? Alors maintenant, je vais essayer d'expliquer le retard. Pourquoi il y a un laps de temps entre le moment où la technologie est inventée, la technologie générique, et le moment où elle commence à être vraiment diffusée. C'est ça que je veux expliquer, cet écart de temps-là. Comment je peux l'expliquer, d'accord ? Alors, pour chacune des trois révolutions, on constate effectivement un décalage temporel entre l'invention de la technologie générique et le décollage de la croissance. Par exemple, en 1712, déjà, on a la commercialisation de la première machine à vapeur par Newcomen. En 1830, l'accélération de la croissance du PIB. Vous voyez, donc il se passe quand même un siècle entre la commercialisation de la première machine à vapeur et le décollage de l'Angleterre. Vous voyez, le décollage du PIB par tête de l'Angleterre, qui est dû à cette révolution, d'accord ? Et donc, voilà. Alors, par exemple, l'appareil pour l'électricité, l'ampoule électrique, c'est 1879. Mais le décollage de la croissance aux États-Unis, ça commence à décoller très légèrement en 1920, 1901. Et vraiment, le décollage, là, c'est vraiment 1930 aux États-Unis. D'accord ? Donc, il y a à nouveau un retard entre la découverte de l'ampoule et le décollage, vraiment le décollage à nouveau de la croissance de la productivité américaine. Pareil avec la révolution des TIC, l'invention du microprocesseur, c'est entre 69 et 71,
C'est en 87 que Solow dit « Nous voyons les ordinateurs partout sauf dans les statistiques ». Je l'avais fait dire ça en 95, mais la vague, ça commence en 95. Et ça, je vous l'ai montré 1 milliard de fois, d'accord? Donc, vous savez comment je fais toujours, moi, hein? Je vous l'ai toujours dit, je marche par spirale. Hein? Je vais toujours comme ça. Donc, vous dites, Aghion, il répète toujours les mêmes choses, mais en fait, Aghion, il veut comme ça. C'est ça qu'il espère, et pas comme ça. D'accord? Voilà. Donc, hopefully. Alors, comment expliquer le décalage? Alors, il y a plusieurs causes possibles, et peut-être il y a un peu de vérité dans chacune. Un, c'est d'abord les innovations secondaires. Il faut d'abord les trouver. C'est-à-dire qu'il y a un décalage parce qu'on n'invente pas immédiatement les innovations secondaires pour adapter une technologie générique dans les différents secteurs. Il faut les découvrir, ces innovations secondaires. Et il faut faire de la R&D. Et il faut inventer. Ça prend du temps. Donc, il faut le temps de les trouver, quoi. D'accord? Donc ça, c'est une des raisons. La deuxième raison, c'est qu'il y a des délais de diffusion au sein des entreprises dont je vais parler. La troisième, c'est qu'il y a un apprentissage. C'est qu'au début, OK, on a cette technologie générique, mais on ne sait pas comment faire avec. On est peut-être mieux. Peut-être que les dernières voitures à cheval étaient mieux que les premiers trains, quoi. Tu vois, on ne sait pas trop. Il faut un apprentissage, un learning by doing, quoi, de savoir utiliser la nouvelle technologie. Au début, on est peut-être meilleur avec l'ancienne qu'avec la nouvelle, qu'on ne sait pas utiliser, d'accord? Et puis l'adoption par les ménages également. Ce n'est pas juste les entreprises, c'est la diffusion au sein des ménages. Donc, laissez-moi dire juste quelques mots sur chacune. Donc d'abord, il faut découvrir les innovations secondaires. Alors les innovations secondaires, elles jouent un rôle essentiel dans l'adaptation de la technologie générique aux différents secteurs. C'est le fait que je trouve ces innovations secondaires qui fait le décollage, parce que sinon il ne se passe absolument rien. Si je n'ai pas d'innovation secondaire, l'électrocardiogramme, il reste totalement plat. Il faut que j'ai des innovations secondaires pour adapter la technologie générique aux différents secteurs, d'accord ? Mais elle contribue également à retarder l'effet de la technologie générique sur la croissance. Alors la production des innovations secondaires prend du temps, parce que d'abord, il faut les découvrir. Ensuite, une fois qu'elles sont découvertes, il faut les intégrer au secteur donné. Vous voyez, donc il faut les mettre en œuvre, il faut les adapter, quoi. D'accord ? Et la production d'innovations secondaires aussi nécessite de sacrifier des ressources qui auraient sinon pu être utilisées dans la production. C'est-à-dire qu'en général, vous êtes une entreprise, vous voulez faire une innovation secondaire, vous êtes obligé, par exemple, vous êtes boulanger, vous avez un four, vous voulez changer votre four, vous allez devoir réduire la production pendant un certain temps, parce que vous allez devoir remplacer votre four, quoi, ou un des fours que vous avez. Et donc, vous allez sacrifier la production. Donc ça va se voir aussi. Donc le temps d'adaptation, d'installation du nouvel équipement, ça va être un temps où vous allez observer peut-être même un déclin de la production par tête. D'accord ? Alors maintenant, le délai de... Donc ça, c'est la découverte et l'intégration d'innovations secondaires. Alors la deuxième chose, c'est le délai de diffusion au sein des entreprises. Alors là, il y a un article très intéressant. Il y avait un autre historien de la technologie qui était Paul David, et qui est quelqu'un de passionnant. Moi, j'ai eu une expérience formidable avec Paul David. J'ai fait une soutenance de thèse avec Paul David. C'était la soutenance de thèse d'un étudiant de la London School of Economics. Et Paul David, j'ai découvert tout son CV, quoi. Il a parlé énormément de ses travaux. En fait, c'était la soutenance de thèse de Paul David, quoi. Et donc, j'ai tout appris. On a commencé à 2h de l'après-midi. Quand on a terminé, j'ai regardé ma montre. Il était 19h, quoi. Hein, d'accord ? J'ai appris un petit peu sur l'étudiant quand même, mais beaucoup sur Paul David, quoi. Donc, c'était passionnant. Et il est passionnant, comme tous les historiens, c'est des conteurs. Et tu peux les écouter pendant des heures et tu ne vois pas l'heure passer, quoi. C'est extraordinaire. Donc, voilà. Et ce que vous dit Paul David, c'est que Paul David, il dit, voilà, il écrit justement, il écrit son papier après la déclaration de Robert Solow. Le monde connaît alors une vague d'innovation majeure, microélectronique, technologie de communication, fibre optique, matériaux composites, c'est tout ce qui est la révolution des TIC. On dit que ça constitue disons, la révolution générique des TIC, d'accord ? Mais pas d'effet notable sur la croissance de la productivité. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Pour Paul David, cette atonie de la croissance de la productivité et expliquer le phénomène de Solow, eh bien, c'est pas lié à l'entrée dans une période de stagnation séculaire. La stagnation séculaire, je vais en parler dans un prochain cours, c'est ce qui se passe aux États-Unis après la révolution des TIC. C'est que la croissance baisse anormalement. Et on va essayer de comprendre pourquoi. D'accord ? Ça, on va en parler ça la prochaine fois. D'accord ? Donc, je parlerai la prochaine fois de la stagnation séculaire. Ou la fois d'après, en tout cas dans un des 3 prochains cours. Donc, c'est pas ça qui se passe là. Ce n'est pas la stagnation séculaire. C'est un retard de la vague de productivité
il y a un retard par rapport au décollage de la croissance du Hautique par rapport à la vague d'innovation, à l'innovation générique, à la vague d'innovation liée au TIC. D'accord? Donc il y a un retard de l'évolution du PIB par tête à l'évolution à la vague d'innovation. Alors pour expliquer ce retard, il explique par des coûts de transition. Alors lui, équipé d'une technologie générique à une autre pour les entreprises. Il s'inspire pour cela de l'examen il s'inspire de l'exemple de la révolution de l'électricité. Donc il étudie la dynamo pour expliquer l'ordinateur, d'accord? Il fait l'analogie entre la dynamo et l'ordinateur. C'est pour ça que l'article s'appelle, je reviens, voilà, Historical Perspective, The Dynamo and the Computer, d'accord? Il va faire l'analogie. Alors, d'accord, donc voilà, donc on continue avec Paul David. La révolution impulsée par l'invention de l'électricité n'a eu un effet sur la croissance de la productivité qu'avec un certain retard. Vous voyez, d'accord, donc ce retard s'accompagne d'une lente pénétration de l'innovation au sein des entreprises. Donc tu vois, il y a vraiment un retard. L'électricité, tu vois que la découverte de l'électricité, c'est avant ces 1800, je sais plus, 80 ou 60, et que là, le décollage a lieu vraiment ici, quoi, début des années 1900, mais l'électricité a été inventée bien avant. Donc ce retard s'accompagne également d'une lente pénétration de l'innovation au sein des entreprises. Donc ça, tu vois qu'au sein des entreprises, tu as cette lente production. L'électricité est inventée là, et c'est là que ça commence à décoller, d'accord? Alors, dès 1999, les ingénieurs percevaient l'énorme potentiel de transformation qu'avait l'électricité. Mais l'organisation des entreprises, essentiellement celle des usines, n'était pas adaptée pour tirer parti de cette innovation de l'électricité, d'accord? Donc, en fait, alors d'abord, il faut que vous sachiez qu'au début du XIXe siècle, les usines étaient alimentées en énergie par des moulins à eau. D'accord, je vais raconter un peu l'histoire des usines. Donc maintenant, on va reprendre l'histoire des révolutions industrielles, mais en rentrant à l'intérieur des usines. On va rentrer dans l'usine maintenant, d'accord? Donc, vous avez des moulins à eau. Et en fait, vous avez un arbre de transmission. Donc, l'arbre, il est là. Vous voyez, l'arbre, il est là, c'est cette barre. Et cet arbre est relié à des courroies, et le courroie actionne différentes machines. Vous voyez comment ça marche? Et la barre, les deux barres, en fait, il y en a une là et une là, elles sont reliées à des trucs hydrauliques, quoi. Elles sont actionnées par de l'hydraulique. Et après, vous avez des courroies, vous voyez, qui sont... Donc l'arbre de transmission tourne à l'aide de la force de l'eau, et toutes les machines individuelles sont reliées à cet arbre par des systèmes de courroies. Vous les voyez, les courroies, là, 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 là. Vous voyez? D'accord? Les machines étaient alors regroupées par tâches. C'était ce qui était plus simple pour optimiser la transmission d'énergie. D'accord? OK? Donc c'est comme ça que ça fonctionnait. Et puis alors à ce moment-là, vapeur remplace l'eau. Mais le système de transmission reste le même, avec un arbre central que vous voyez là, tournant grâce à la machine à vapeur, et ensuite des courroies de distribution pour chaque machine. Vous voyez là? Vous avez toujours les courroies. Vous voyez, l'arbre, il est là. Et là, maintenant, la différence, c'est que c'est la machine à vapeur qui fait tourner l'arbre, et c'est pas l'hydraulique qui fait tourner l'arbre, d'accord? La vapeur a juste remplacé l'eau comme force de propulsion, mais sans remettre en cause l'organisation productive conçue pour satisfaire les contraintes de la force hydraulique. Donc en fait, ils sont passés de l'hydraulique à la vapeur sans changer le mode d'organisation des tâches, des machines, l'agencement des machines dans l'usine, d'accord? Et donc les conséquences de l'inadaptation sont doubles. D'abord, vous avez des faibles gains de productivité pour les entreprises qui adoptent l'innovation. Vous avez certes une réduction de la consommation d'énergie, un meilleur contrôle de la vitesse de la machine. D'accord? Donc ça, voilà. Donc, et faible nombre d'entreprises qui adoptent l'innovation. D'accord? Donc ça, alors maintenant, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir l'électricité, quoi. Vous allez avoir un raccordement au réseau électrique et vous allez embaucher des ingénieurs capables de réparer l'alimentation électrique. Ça, c'est les coûts de l'électricité. Mais vous allez avoir maintenant, vous allez mieux contrôler la vitesse avec l'électricité que par la vapeur, et vous allez avoir une réduction de la consommation d'énergie. Donc l'électricité va vous donner une amélioration par rapport à la vapeur. Mais la grande révolution, c'est que ça, ce n'est pas en soi une révolution. L'électricité vous permet d'améliorer l'efficacité. Mais ce qui va se passer, c'est que l'important, c'est que vous allez avoir
quelque chose d'important pour tirer profit. Donc il y a d'autres choses pour la révolution électrique. Donc il y a le perfectionnement de l'innovation. Donc j'ai montré des perfectionnements liés à l'électricité par rapport à la vapeur. Mais vous avez aussi des progrès dans la miniaturisation du moteur électrique qui permettent d'alimenter chaque machine séparément. Et donc on va pouvoir faire fonctionner des machines de taille et de fonctions différentes les unes à côté des autres. Je n'ai plus besoin de courroies à ce moment-là, vous voyez. Donc, à un moment donné, là où ça va être très important, c'est qu'avec l'électricité, certains vont se dire, mais maintenant, il n'y a plus, on peut se débarrasser des courroies, d'accord? Et le fil électrique va permettre de relier chaque machine au réseau sans impliquer la présence d'un arbre de transmission. Et ça va être une révolution très importante, vous voyez? Donc, au début, on garde l'arbre de transmission, on améliore, vous voyez, mais on se débarrasse vraiment de l'arbre de transmission avec la révolution de l'électricité. Et là, évidemment, tout le monde a ce mot à la bouche, je n'avais pas besoin de le prononcer, vous aviez tous deviné où j'allais. Fordisme, Henry Ford, évidemment. Hein. Qu'est-ce qu'il fait Henry Ford? Il décide d'abandonner complètement le système d'arbre de transmission, vieux d'un siècle, et de repenser complètement le fonctionnement des usines. Il organise alors les usines selon une chaîne de montage, d'accord? Et en fait, les avantages, c'est que vous avez une économie de capital fixe, parce que vous avez la construction d'usines beaucoup plus légères, et sur un seul étage, alors que le système d'arbres demande de construire en hauteur, d'accord? Et vous passez donc du vertical à l'horizontal dans la structure de l'usine. Ça permet une beaucoup plus grande flexibilité dans la mise en place des chaînes de montage. Vous pouvez arrêter une machine défectueuse pour la réparer sans stopper les autres machines, alors qu'avant, il fallait arrêter toutes les machines liées au même arbre de transmission, d'accord? Donc c'est quand même un progrès formidable. Et donc, vous avez cette flexibilité accrue grâce au Fordisme, qui va évidemment générer ces gains formidables de productivité grâce à l'électricité. Mais voyez, il fallait la combinaison d'une révolution technologique qui est l'électricité et d'une révolution organisationnelle. Et c'est ça qui est important. C'est-à-dire que là, le truc génial, c'est d'avoir compris que je peux me débarrasser des arbres de transmission et je peux passer tout à fait aux chaînes, quoi. Et ça va doper incroyablement. Donc, vous voyez, c'est souvent le truc, je vous dis toujours, c'est des technologies, mais il faut que les institutions, les organisations s'adaptent. Et là, on voit qu'il fallait une innovation organisationnelle pour venir, vous voyez, pour donner à la révolution technologique son plein potentiel de croissance. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose de très important, le passage, se débarrasser de l'arbre de transmission. D'accord. Donc voilà, c'est le début de la vague de technologie, plus de 40 ans après l'invention. Et ça, c'est vraiment le Fordisme, voilà. Et pourquoi il y a eu le décollage après un retard? Parce que ça a pris du temps pour que les usines comprennent qu'il fallait se débarrasser de l'arbre de transmission. Ça, c'est un autre facteur de retard dans l'accélération. C'est une autre raison pour laquelle le décollage dû à la révolution de l'électricité est décalé par rapport à l'invention de l'électricité. Au début, on fait des petits progrès, puis tout d'un coup, on comprend qu'on réorganise l'entreprise autrement. Et là, ça, c'est un grand boom, d'accord. Alors, Paul David dresse un parallèle entre la mauvaise utilisation de l'électricité à la fin du XIXe siècle, c'est-à-dire tant qu'on ne s'était pas débarrassé de l'arbre de transmission, et la mauvaise utilisation de l'informatique. Et là, il y a une histoire très amusante. Alors que l'informatique devait permettre de numériser de nombreuses tâches de traitement de données, elle est surtout utilisée pour reproduire les anciennes procédures papier sans prendre la mesure du potentiel du nouvel outil. Cela entraîne donc une faible croissance de la productivité à la fin des années 80 et il faut attendre 95 pour qu'il y ait vraiment le décollage de la croissance dû au TIC. D'accord? Donc, qu'est-ce qui se passe en fait? Parfois, les décisions initiales sont sous-optimales lors de l'adoption d'une technologie sont difficilement réversibles. Donc, à nouveau, c'est que vous démarrez avec un truc qui n'est pas bon et c'est très dur de vous débarrasser d'une mauvaise habitude, quoi. Ou c'est très dur, ou c'est la dépendance au sentier. C'est toujours le même problème. Vous avez commencé à faire quelque chose et c'est très difficile de changer vos habitudes, même si elles sont de mauvaises habitudes. Donc, on parle de dépendance au sentier, d'accord? Alors, voilà. Donc là, il y a un article très intéressant de Paul David sur l'utilisation du QWERTY. Pour aider les machines à écrire, vous avez le QWERTY et le AZERTY. Nous, on est en AZERTY, nous, chez nous. Et eux, ils sont en QWERTY, d'accord? Alors voilà, donc le QWERTY, donc c'est un des systèmes. Donc il décrit le système de dépendance au sentier, le clavier QWERTY, d'accord? Le clavier QWERTY, donc je reviens en arrière, et c'est le clavier utilisé par pratiquement tous les utilisateurs dans les pays anglo-saxons. En Europe continentale, on utilise le clavier AZERTY, qui est proche du QWERTY, mais ce n'est pas la même chose, d'accord? Alors, pourtant, le clavier QWERTY n'est pas optimal. D'autres claviers permettent de taper à l'ordinateur beaucoup plus vite. Pourquoi utilise-t-on encore le QWERTY? D'accord?
historiquement, le clavier QWERTY a été pensé pour des raisons techniques. Scholz, imprimeur de métier, invente la première machine à écrire pour réduire la fréquence des chocs entre lettres. Un clavier à 4 rangées similaire au clavier QWERTY moderne est développé. Remington poursuit l'évolution de la machine à écrire avec l'utilisation du premier clavier QWERTY. Donc l'idée, c'est de faire en sorte qu'on ne tape pas toujours au même endroit et que, voilà, moi, comme je tape avec un doigt, moi, ça ne change rien. Mais comme vous, ceux qui tapent comme ça, vous voyez très bien ce dont je veux parler. Moi, de toute façon, j'ai une présentation trop pleine, je l'ai dit partout, je parle beaucoup d'innovation et je ne sais pas utiliser mon téléphone portable. Donc, je vais vous dire, voilà, je suis très, très mauvais et je ne sais pas taper à la machine avec plus qu'un doigt, c'est dramatique. Voilà. Alors, année 1980, forte demande pour les machines à écrire et achat massif des QWERTY. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Il y a une autre méthode, c'est pas la plus efficace, il y a la méthode Dvorak. On dit, moi, quand je vois ça, je dis Dvorak, évidemment, parce que ça me fait penser au compositeur. Hein. Blick-Werner présente un meilleur agencement des lettres que le QWERTY. Les lettres les plus utilisées sont placées dans la rangée du bas. Les producteurs proposent alors ce clavier sur leur machine à écrire en alternative au QWERTY. Et c'est ce que vous avez en bas. C'est ça, d'accord? Dvorak, je crois qu'on dit Dvorak, moi je prononce toujours Dvorak, comme s'il y avait un J qui a pas. Je ne dis pas Dvorak quand même, on dit Dvorak, non? Je pense. Dépose le brevet donc, du Dvorak Simplified Keyboard, alors évidemment, hein, d'Antlaf, hein, ok. Clavier permet d'établir les records en termes de rapidité de saisie du texte. D'accord, voilà. Donc, des expériences menées par la US Navy montrent que le gain d'efficacité obtenu avec le DSK amortirait le coût de reconversion d'un groupe dactylographes en 10 jours. Et bien pourtant, voilà. Donc voilà. Alors Paul David invoque dépendance au sentier. Pourquoi dépendance? Paul David invoque 3 explications à la dépendance au sentier. Pourquoi on est resté au QWERTY alors qu'il y avait mieux que le QWERTY? D'accord? Eh bien, il dit qu'il y a d'abord une interdépendance technique. Il y a des économies d'échelle et il y a une irréversibilité de l'investissement. Alors, je vais m'en parler comme ça très rapidement. La première, donc, l'interdépendance technique, c'est que, par exemple, ce qui se passe, c'est que vous avez un effet de premier avion. Le QWERTY, le premier standard à émerger à la fin du 19e siècle. Une entreprise a intérêt à utiliser ce type de clavier car elle suppose que la plupart des dactylographes auront cette compétence. Un dactylographe a intérêt à prendre le QWERTY de l'autre côté car il suppose que la plupart des entreprises utiliseront ça. Donc vous avez l'interdépendance. D'un côté, les entreprises disent « moi je vais faire le QWERTY parce que sinon j'ai personne, je vais trouver personne sur le marché pour venir taper chez moi ». Et les gens qui veulent se former, qui veulent les dactylographes, les sténodactylos, les dactylos en formation, se disent eux-mêmes « moi je vais, ou elles-mêmes ou eux-mêmes, je vais moi… me former au QWERTY parce que j'anticipe que les entreprises elles vont demander QWERTY. Et donc tu es bloqué, c'est un problème de coordination. Si on avait dit aux deux vous changez en même temps, on aurait pu changer, mais voilà, chacun fait en pensant que l'autre va garder le QWERTY, d'accord? On appelle ça un équilibre de Nash d'ailleurs quand on est en théorie des jeux, hein, d'accord? Toute une histoire de Nash, mais je ne vais pas la raconter ici. Un dactylographe, voilà. Donc il y a donc une dynamique de renforcement mutuel. Plus la part du marché du clavier QWERTY est importante, plus les acheteurs ont intérêt aussi à se procurer un clavier QWERTY. C'est une autre externalité. Donc il y a l'externalité entre producteurs et puis les employés, et puis avec les gens sur le marché qui disent je vais faire quelque chose comme les autres, quoi. Alors, plus l'industrie converge vers un standard unique, celle du QWERTY, plus les coûts moyens liés à ce standard sont faibles. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas besoin de former des dactylographes à plusieurs claviers. Ça coûte moins cher de former un dactylographe, puisqu'il y a une méthode qui domine. D'accord? Ensuite, pas besoin de proposer des machines à écrire à clavier alternatif. L'industrie en général a donc intérêt à converger vers un standard unique. Vous faites des économies d'échelle, c'est ça que ça veut dire. Vous faites beaucoup plus d'économies d'échelle, plus vous avez un standard unique. D'accord? Comme la dépendance de technique le renforce, autant converger vers le QWERTY. D'accord? Et puis la quasi-irréversibilité de l'investissement. Quand les coûts de changement de standard deviennent trop élevés, aucune entreprise ne sera prête à payer le coût de transition vers un clavier alternatif. D'accord? Donc ça vous explique, voilà. Et la combinaison de ces 3 facteurs explique que le clavier QWERTY est perduré jusqu'à nos jours. Est-ce qu'on va sortir un jour du QWERTY pour converger vers des claviers optimaux? Pour le moment, la société reste bloquée dans une situation technologique sous-optimale. Voilà. Et donc, voilà, un exemple de dépendance au sentier. D'accord? Alors, tout ça, c'était sur le délai de diffusion. Maintenant, dans les entreprises. Maintenant, je vais passer au learning by doing, à l'apprentissage. Alors, le learning by doing, c'est une nouvelle technologie générique, n'est pas immédiatement efficace. Il faut du temps pour apprendre à bien l'utiliser. Il existe donc un processus d'apprentissage par l'expérience qui permet une hausse progressive de l'efficacité de la technologie et donc une baisse de son prix. Par exemple, les TGV, au début, ils étaient orange et ils allaient…
Maintenant, on les appelle TGV teuf-teuf. Hein. Ils ne font que du 260 à l'heure. Voilà. Et maintenant, les TGV bleus, évidemment, qui montent à 320, même. Voilà. Donc on s'est amélioré dans les. L'adoption, alors maintenant par les ménages. Alors ça, c'est très intéressant, c'est qu'on voit qu'il y a des délais dans les adoptions par les entreprises, il y a des rigidités d'adoption par les entreprises, mais il y a aussi des rigidités du côté des ménages. Alors je vais en dire quelques mots. Les raisons de ce retard de diffusion parmi les ménages semblent différer selon les vagues technologiques. Pour l'électricité, eh bien des difficultés d'électrisation des zones rurales, d'électrification des zones rurales, je pense que ça peut le dire, car ça nécessite des coûts fixes importants d'installation de réseau. Je dirais plutôt électrification. Ordinateur, important coût d'apprentissage pour pouvoir utiliser la technologie. Donc on voit que là, c'est du côté des ménages. Sommes-nous à l'aube d'une nouvelle vague de croissance portée par l'intelligence artificielle? L'intelligence artificielle offre des perspectives nouvelles. Alors là, je reviens sur l'intelligence artificielle. Je ne sais pas si certains d'entre vous étaient là pour le merveilleux colloque de rentrée sur l'intelligence artificielle qui se tenait ici même. Voilà. Alors l'automatisation des tâches que l'on pensait fondamentalement impossibles à automatiser. La conduite de voiture, la lecture d'électrocardiogramme, eh bien, voilà, toute série de tâches qu'on peut maintenant automatiser grâce à l'IA. Donc l'IA, ce qui est intéressant, c'est qu'elle permet d'automatiser des tâches qu'on ne pouvait pas automatiser avant. Et en particulier, l'IA, ce qu'elle a, et ça je vais le répéter plusieurs fois, c'est que non seulement elle automatise des tâches dans la production des biens et services, mais elle automatise des tâches dans la production des idées. C'est plus facile d'innover avec l'IA. Et si il y en avait qui pensaient que c'était plus dur d'avoir des idées, l'IA, par exemple, quelque chose qu'elle peut faire, c'est que beaucoup d'idées, on les a en recombinant des idées d'avant. Vous voyez, eh bien l'IA, elle fait ça beaucoup plus efficacement que nous. En recombinant, au lieu de vous générer, elle vous génère 100 fois plus d'idées que vous pourriez le faire vous-même, ou même plus. Et donc, il y a beaucoup plus d'idées de nouvelles potentielles générées par recombinaison d'idées existantes grâce à l'IA. Et puis l'IA, elle vous permet de sélectionner beaucoup plus vite parmi ces idées potentielles pour dire, voilà, qu'est-ce que je vais expérimenter vraiment. Et donc, mais ça, on ne sait pas encore le quantifier, mais on sait que c'est très important. On sait que l'IA est importante non seulement parce qu'elle augmente l'efficacité de la production des biens et services, mais également parce qu'elle augmente l'efficacité de la production des idées. Donc si jamais d'aucuns ont pensé que c'était plus dur d'avoir des idées maintenant qu'auparavant, avec l'IA, je pense que ça va être plus facile d'avoir des idées qu'auparavant, certainement. D'accord ? L'IA permet de... Voilà, donc c'est ce que je viens de dire là. Voilà. Là, c'est bien que je ne me contredise pas, hein, finalement. On dit souvent, ou on se répète ou on se contredit. Je préfère le premier. D'accord, voilà. Donc la révolution de l'IA touche tous les domaines d'activité, l'économie, les services publics, l'organisation du travail, les médias. Donc c'est vraiment une technologie générique, d'accord ? L'avènement de l'IA générative marque une accélération sans précédent au sein de cette vague de l'IA, en simplifiant à l'extrême l'utilisation de certains outils, en générant des textes, des images, des sons à une vitesse extraordinairement élevée, avec un degré de réalisme stupéfiant. Par exemple, vous voyez que ce qui va se passer, pour juste vous donner une idée, je vais juste parler il a fallu, par exemple, pour atteindre 1 million d'utilisateurs, 2 ans et demi à Netflix, il a fallu 2 mois et demi à Instagram, et il a fallu 5 jours à ChatGPT pour atteindre 1 million d'utilisateurs. C'est quand même incroyable, hein, c'est beaucoup plus rapide qu'avant, d'accord ? Alors je voulais juste... Voilà. Alors évidemment, l'effet sur l'IA sur la productivité n'est pas encore pleinement visible, alors que l'utilisation, on voit que son utilisation est croissante dans les pays développés. Pourquoi ? Malgré l'automatisation, le travail reste indispensable au processus de production, il devient donc un secteur rare et convoité, et ce qui fait augmenter son prix. Ça, c'est ce qu'on appelle l'effet Baumol, c'est-à-dire que si tu as un facteur de production qui devient beaucoup plus productif, tu en as un qui, lui, reste assez fixe, évidemment, ce facteur va devenir de plus en plus coûteux parce que tu reposes, il est d'autant plus un frein, parce que tu as besoin de travail quand même, heureusement d'ailleurs. Et ce facteur-là, eh bien, c'est un facteur rare, et donc le prix de ce facteur rare va augmenter. Et là, ça va baisser la profitabilité de l'innovation, mais en fait, finalement, il faut se réjouir que les salaires augmentent quand même. Hein. Donc, mais c'est cet effet Baumol, c'est-à-dire que quand vous avez un facteur, je produis avec du travail du capital, le capital se produit beaucoup plus facilement, mais le travail non, eh bien, et que vous avez besoin des deux, eh bien, la rareté relative du travail par rapport au capital va augmenter, ce qui va augmenter le prix du travail. Vous voyez ? C'est un effet Baumol. Vous êtes toujours contraint par le facteur le plus rare, vous voyez. Donc,
Des institutions inadaptées, notamment en matière de politique de concurrence, peuvent freiner l'effet d'une révolution technologique. Donc, il peut y avoir l'effet Baumol qui freine, c'est-à-dire que bien qu'il y ait fantastique progrès qu'on peut beaucoup automatiser et produire du capital beaucoup plus facilement, quand même, on a besoin de travail, on ne peut pas s'en passer. Les salaires vont donc beaucoup augmenter, ce qui va évidemment avoir un effet de frein sur la vitesse d'accès. Et la deuxième raison, c'est les institutions inadaptées. Et là, je veux simplement dire la chose suivante. Je vous avais montré la dernière fois, à propos d'éthique, donc je reviens à ça, la croissance augmente beaucoup aux États-Unis, annuelle moyenne de la productivité entre 1995 et 2005, elle baisse beaucoup. Et je vous avais dit que c'était très lié disons, à la production de TIC et à l'utilisation de TIC, ça je vous l'avais dit, et que c'était lié à la concentration. Je vous ai dit que ce qui s'est passé, c'est qu'avec la révolution des TIC, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que, eh bien, avec la révolution des TIC, eh bien, il y a eu l'émergence d'entreprises superstars, et ces entreprises superstars, elles ont Google, Microsoft, Walmart, Facebook, eh bien, elles sont devenues tentaculaires. Au début, elles ont porté la croissance, et puis après, quand elles sont devenues très grosses, elles ont fini par décourager l'entrée de nouveaux innovants. Et elles ont pu devenir très grosses parce que la politique de concurrence aux États-Unis, mais ça je vous l'ai déjà dit la dernière fois, ne s'est pas pleinement adaptée à la révolution technologique. On aurait dû regarder de plus près avant d'autoriser ces entreprises à se déployer davantage grâce à des fusions-acquisitions. On aurait dû dire, mais attendez, vos fusions-acquisitions, est-ce que vous partagez vos données? Est-ce que, si on voit que ça décourage l'innovation, ben peut-être qu'on revient dessus et on défait la fusion-acquisition. Et là, il n'y a pas eu du tout. C'est-à-dire que la politique de concurrence aux États-Unis est restée très statique. On regarde les parts de marché et on regarde pas, et pas du tout dynamique. On ne regarde pas l'effet qu'une fusion-acquisition peut avoir sur l'innovation future et l'entrée future d'entreprises innovantes. Donc, ce qui est passé, c'est que pendant la période 90, avec l'accélération de la révolution des TIC, eh bien, les entreprises qui savaient le mieux tirer parti de cette révolution, eh bien, elles sont devenues dominantes. Ce qui est, au début, ce n'est pas un problème parce que ça n'a pas empêché la croissance au début, mais finalement, au bout de 10 ans, ça a fait décliner la croissance aux États-Unis parce que ça a découragé l'entrée. Et on voit que l'entrée de nouvelles entreprises, mais ça je vous l'ai montré, quelle que soit la taille des entreprises, on voit que le taux d'entrée de nouvelles entreprises aux États-Unis baisse, et donc la destruction créatrice baisse aux États-Unis. Elle reste toujours très supérieure à nous, mais elle baisse pendant les années 2000. Alors pourquoi c'est un sujet pour l'IA? Parce que si je regarde l'IA, eh bien, les segments amont de la chaîne de valeur de l'IA, eh bien, vous avez 3 entreprises. Si vous regardez le cloud, vous avez Microsoft, Google et Facebook, je crois. Hein, c'est ça, hein? Non, c'est Amazon, je crois. Amazon, Google, Facebook. Et si vous regardez le marché pour les processus graphiques, vous avez le GPU qui est dominant. Donc le problème que vous avez avec l'IA, c'est que vous avez ces mêmes superstars qui ont dominé dans la révolution d'éthique, elles sont dominantes dans les segments amont de la chaîne de valeur de l'IA. Et ça, c'est un problème, d'où l'importance de open source, tout ce qui est open source, accès aux données, du Digital Market Act. Vous savez, le Digital Market Act, c'est un acte européen qui fait que on oblige les entreprises existantes à partager leurs données un minimum, quoi. Eh bien, il faut l'étendre à toute la chaîne de valeur de l'IA. Et puis, l'autre chose qu'il faut permettre, c'est également s'il y a trop de réglementation, il faut bien réglementer, je suis pour réglementer, évidemment, mais s'il y a trop de réglementation, ça devient une barrière à l'entrée des nouvelles firmes, parce que les grosses entreprises existantes, elles savent, elles peuvent embaucher des lawyers, elles savent naviguer entre ces réglementations, alors qu'un entrant potentiel, elle ou lui, ne sont pas, vont être découragés par trop de réglementation. Donc là, il y a vraiment l'idée, vous voyez, dans l'IA, pareil, c'est-à-dire que, eh bien, c'est à nouveau un retard, c'est-à-dire que, évidemment, il peut y avoir des forces qui vont contre, et les forces qui vont contre, notamment, c'est des institutions qui ne sont pas adaptées. Alors, je voudrais maintenant arriver donc la première partie, là, j'arrive à la seconde partie. Faut-il craindre les révolutions technologiques? Alors, au-delà, donc, d'un côté, on se dit les effets des technologies. D'un côté, on peut être peut-être trop optimiste. On dit normalement les vagues technologiques, ça donnait beaucoup de croissance. Mais on a vu que c'est vrai, mais potentiellement oui. Mais il faut que les institutions s'adaptent. Notamment si la politique de concurrence ne s'adapte pas, eh bien, on ne peut pas pleinement tirer parti du potentiel de croissance. Donc, on a vu déjà que d'un point de vue technologique, il y a des potentiels de croissance énormes dans chacune des vagues technologiques, mais il faut que les institutions s'adaptent ou que les entreprises s'adaptent, que les organisations s'adaptent pour pouvoir pleinement tirer parti des technologies. Ça peut être la politique de concurrence, ça peut être le fait d'adopter, de se débarrasser des arbres de transmission, ça peut être, il faut que l'organisation et les institutions s'adaptent pour tirer pleinement parti d'une technologie. Maintenant, de l'autre côté, il y a les effets emploi, c'est-à-dire que, eh bien, les vagues technologiques suscitent des craintes.
eh bien, c'est l'accélération de l'automatisation des tâches, et qui veut dire de l'accélération du remplacement de travail humain par des machines. Et là, on voit que eh bien, ces craintes, c'est réel. Il y a eu le phénomène des Luddites, le chômage technologique, la taxation des robots. Donc, je vais parler de ces trois phénomènes-là. D'accord ? Donc, laissez-moi vous parler un petit peu de ces trois choses-là. Je vais prendre un petit peu d'eau. Alors, les Luddites, qu'est-ce que c'est que les Luddites ? Luddites, je crois. Alors, en 1589, l'anglais William Lee invente la machine à tricoter les bas. Son invention suscite rapidement des craintes parmi la population ouvrière, à tel point que la reine Élisabeth Ier refuse de lui attribuer un brevet. Progressivement, les guildes professionnelles, principales opposantes aux métiers mécaniques, perdent en influence. En 1769, l'adoption d'une loi protégeant les machines de la destruction. Donc ça, c'est un peu l'historique de la résistance au renouveau, d'accord ? La peur du nouveau. Alors, je vais maintenant arriver aux Luddites proprement dites. En 1811-1912, il y a une révolte des artisans du textile qui explose en Angleterre pour dénoncer l'utilisation des métiers mécaniques. Le chef de file de la révolte aurait été Ned Ludd, mais on ne sait pas si vraiment il a existé ou pas. Il a vraiment existé ? On ne sait pas, quoi. Hein. Donc, on dit les Luddites. Alors, je ne sais pas s'il y a vraiment eu un Ned Ludd ou si on dit les Luddites. Voilà, ça, c'est encore mystérieux. Les Luddites s'introduisent dans les usines pour y détruire les métiers mécaniques. D'accord ? En 1812, le Parlement britannique vote une loi punissant de la destruction de machines de la peine de mort. Hein. C'est radical. Hein. Le mouvement s'essouffle rapidement. Alors voilà, donc voilà déjà la crainte, mais il y avait la crainte d'un chômage de masse associé à la machine à vapeur. Et on n'a pas observé de chômage de masse en Angleterre. Donc on va essayer de comprendre pourquoi il n'y a pas eu de chômage de masse, d'accord ? Alors ensuite, il y a la révolution de l'électricité. Et c'est 1820, le décollage de la révolution de l'électricité en 1820. Et là, eh bien, George Maynard Keynes, alors justement, quand j'étais à King's College avec Patricia, on a visité l'appartement de Keynes à King's College, parce que Keynes, en fait, partageait sa vie entre Gordon Square, que vous connaissez un peu à Bloomsbury à Londres, je ne sais pas si vous êtes allé déjà, et le King's College. Et il avait son petit appartement, un petit appartement très modeste, hein, voilà, avec des peintures très intéressantes. Et il y a plein de portraits de Keynes, évidemment. Il y a même une statue enfin, de Keynes dans King's College. Allez vraiment voir King's College, c'est vraiment passionnant. Alors, voilà. Donc, alors lui, il va dire, ben voilà, lui, ce qu'il pense, c'est que quand arrive la révolution de l'électricité et que vous arrivez et que vous êtes en phase d'accélération de cette vague de l'électricité, eh bien, voilà la citation de Keynes. « Nous sommes atteints d'une nouvelle maladie dont certains lecteurs n'ont peut-être pas entendu le nom, mais dont ils entendront beaucoup parler dans les années à venir, à savoir le chômage technologique. » D'accord ? Donc, en fait, du chômage de masse. Donc, ce terme désigne une destruction d'emplois causée de masse, causée par les changements technologiques, notamment les révolutions industrielles. Et en fait, Keynes prédit le chômage de masse. D'accord ? Le terme de chômage technologique est repris par Leontief, qui était prof à Harvard. Donc moi, quand j'étais à Harvard, j'avais, vous savez, dans l'escalier, il y a des portraits, et il y a le portrait de Leontief notamment. C'est sympa, j'aurais bien voulu. Et vous savez, c'est vraiment dommage, j'ai manqué Schumpeter, il était prof à Harvard, mais bien avant. Il est mort 2 ans avant ma naissance, et donc évidemment, je l'ai raté de quelques années, quoi. C'est vraiment dommage, j'aurais bien voulu le connaître quand même. J'ai tapé dans le dos et tout ça. C'est dommage. Ouais, oui. Alors, le travail deviendra de moins en moins important, dit Leontief. De plus en plus de travailleurs seront remplacés par des machines. Je ne vois pas comment les industries pourraient employer tous ceux qui veulent un emploi. D'accord ? Alors, à ce moment, vient ensuite la révolution d'éthique et les robots. Et là, l'idée de taxer les robots a été avancée notamment par Bill Gates en 2017. À l'heure actuelle, si un travailleur humain produit, disons, une richesse de $50 000 dans une usine, ce revenu est taxé. Si une machine vient et fait la même chose, on pourrait penser que nous imposerions le robot à un niveau similaire. Donc, il propose la taxation des robots. D'accord ? Alors, Benoît Hamon, dans sa campagne de 2017, pareil, il propose une taxation des robots qui devrait servir à financer un revenu universel. Pour financer le revenu universel d'existence, on pourrait imaginer un salaire fictif, virtuel pour un robot, et la manière dont on fait contribuer ce robot au financement de notre protection sociale.
Alors, à partir des travaux de Keynes et Leontief, les premiers, une importante littérature s'est développée dans les années 90 autour de l'hypothèse d'un changement technologique privilégiant les biaisé vers les qualifications. En gros, on dit, voilà, je veux dire que l'idée se dit, voilà, j'ai un changement technologique biaisé. Et donc, en fait, si vous voulez, alors là, l'idée, c'est de dire, quand il y a une vague technologique, eh bien, surtout pendant la diffusion des vagues, tu aurais une demande accrue de travailleurs qualifiés, rien que pour mettre en œuvre les innovations secondaires, tu vois. Et donc, tu devrais observer, pendant ces vagues, une augmentation du salaire relatif des gens qualifiés par rapport aux gens non qualifiés. Tu vois, ça serait un reflet très naturel de la révolution technologique biaisée. D'accord? Mais par contre, ce qui se passerait, c'est que les non qualifiés, ou ils accepteraient de baisser leur salaire, mais s'il y a des salaires minimums, est-ce qu'à ce moment-là, tu observes un chômage croissant, tu vois? Donc, tu aurais une demande énorme pour des qualifiés, beaucoup moins de demandes pour les non qualifiés, et le salaire des non qualifiés, bah, il ne peut pas baisser indéfiniment. Comme il y aura un plancher, eh bien, ça va se solder par un chômage. À la fois, vous aurez un écart salarial qui va augmenter entre les qualifiés et les non qualifiés qui travaillent, et puis vous aurez un chômage qui augmente, parce qu'évidemment, comme je ne laisse pas les salaires baisser complètement, le marché du travail ne va pas totalement se résorber. Vous voyez, le marché du travail ne va pas totalement s'équilibrer, c'est ça que je veux dire. Et heureusement qu'il y a des salaires minimums. Hein. Non, je ne suis pas pour supprimer les salaires minimums, au contraire. OK, donc cette théorie s'applique mal à la première vague technologique. Au XIXe siècle, l'introduction des machines s'effectue essentiellement au détriment du travail qualifié des artisans. Ça c'est intéressant. C'est que la révolution de la machine à vapeur, elle se fait au détriment des travails qualifiés. Mais sa théorie rend bien compte des deux révolutions suivantes. L'électricité, capital et éducation deviennent complémentaires. Les plus touchés par l'automatisation sont les moins qualifiés. Bien que ça crée quand même beaucoup de jobs, ça crée beaucoup de jobs non qualifiés aussi. Vous pouvez employer beaucoup plus de personnes sur les chaînes de montage. D'accord ? Et dans l'éthique, par exemple, le biais dans le changement technologique s'amplifie. Donc c'est vrai que ça ne s'applique peut-être pas totalement, le fait que le salaire des qualifiés par rapport aux non qualifiés augmente, ça ne s'applique pas totalement à la révolution de la machine à vapeur, ça s'applique davantage à la révolution de l'électricité, à la révolution d'éthique. Mais ce n'est pas ça le plus important. Donc là, évidemment, je parle d'un papier que j'ai fait avec Céline Antonin, qui est à l'OFCE et chercheuse avec nous au Innovation Lab, ici au Collège de France. Simon Bunel, qui est Banque de France, INSEAD, et chercheur avec nous au Innovation Lab, et Xavier Jaravel, qui est mon collègue à la London School of Economics, et qui est également associé à notre Innovation Lab et qui est le président du Conseil d'analyse économique. Hein. Vous avez sûrement entendu beaucoup parler de tous mes collègues. L'objectif, c'est d'analyser les effets de l'automatisation sur l'emploi. Alors, on a des données administratives qui couvrent l'ensemble des entreprises françaises et on regarde un petit peu, donc c'est des bases de données qui sont vraiment des données d'entreprise. Elles couvrent toutes les entreprises et usines du secteur manufacturier français de 1994 à 2015. Et ça nous renseigne sur l'emploi, le chiffre d'affaires de l'entreprise, l'industrie d'appartenance, le bilan comptable. Du côté salaire, du côté employé, on connaît les salaires, l'activité professionnelle. Et on a donc des données descriptives aussi au niveau de l'usine et de l'entreprise, un calendrier d'adoption des machines industrielles dans les usines ou dans les entreprises. Donc on a vraiment des données très, très détaillées. Et vous voyez, ce qu'on fait beaucoup dans le lab, c'est qu'on a des théories et on confronte les théories aux données. C'est des données très micro, et on a des boîtes, vous voyez, des boîtes CASD qui nous relient à l'INSEE, mais à tout autre. Et on fait sans arrêt un dialogue entre la théorie et l'empirique. Si on voit que l'empirique invalide la théorie, on reprend le modèle, et puis on retourne vers l'empirique, et on fait des va-et-vient permanents entre l'empirique et les données. Moi, je crois beaucoup dans ce dialogue permanent entre la modélisation, la théorie, et l'analyse empirique. Alors, donc on prend plusieurs mesures d'automatisation. Une, c'était la valeur comptable des équipements industriels, l'autre, c'est les machines automatisantes importées, et l'autre, c'est les registres de consommation d'électricité pour générer de l'énergie motrice. Et eh bien, ce qu'on voit, c'est que si on prend par exemple la première mesure, eh bien, je compare l'évolution de l'emploi dans une entreprise qui automatise au sens d'équipement industriel à l'évolution de l'emploi dans une entreprise similaire en tout point, mais qui n'automatise pas. Eh bien, je vois que l'emploi va augmenter. Vous voyez, c'est quand même incroyable. Et donc, vous voyez, voilà, ça, c'est quand même très intéressant. Il y a augmentation de l'emploi. Et je prends deux mesures, la mesure des machines importées ou la mesure juste robot. Et je vois qu'à nouveau, comparé aux entreprises qui ne robotisent pas, aux entreprises qui n'importent pas des machines automatisantes, eh bien, l'entreprise qui le fait, elle est créatrice d'emplois. D'accord ?
Et là, vous pouvez dire, mais c'est très très curieux. Là, j'ai eu encore une bagarre un peu avec une bagarre, pas une bagarre physique, une bagarre très gentille, avec Daron Acemoglu, prix Nobel de l'an dernier. On adore ne pas être d'accord, bien qu'on est co-auteur sur plusieurs papiers. Alors, on obtient des résultats similaires en utilisant également les autres mesures d'optimisation qui sont ces mesures-là. Et en fait, c'est intéressant parce que ça s'applique si je me restreins aux employés qui sont qualifiés, très qualifiés, moyennement qualifiés ou pas qualifiés, on voit que l'emploi augmente pour tous, en fait, vous voyez. Et donc, ça veut dire qu'en fait, ça n'est pas compatible avec la théorie du changement privilégiant, vous voyez, la qualification. En tout cas, c'est pas ce qui ressort le plus, quoi. C'est peut-être que ça se passe aussi, mais c'est pas ça qui est le plus important. Voilà. Et en fait, ce qui se passe aussi, c'est qu'on s'aperçoit que pendant la période de diffusion, la quantité de création d'emplois augmente et de destruction d'emplois. Donc il y a, ce que j'avais montré avant, c'était un net. Mais les entreprises, elles vont détruire les emplois et elles vont en créer plus. Donc on accélère la destruction créatrice. Vous voyez ce que je veux dire? D'accord? Mais au net, elles en créent. Donc ça, c'est intéressant quand même. Et donc voilà, et les créations sont plus nombreuses que les destructions, ce qui explique la hausse de l'emploi total. C'est intéressant tout ça. Je dois aller. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? Eh bien là, je vais vous raconter l'histoire. Je vais m'asseoir. Dès que j'essaie de vous expliquer un peu, je me mets là. Et là, je me décourage, monsieur. Alors quel est l'effet? C'est un effet de productivité. Qu'est-ce qui se passe? C'est que quand vous automatisez, quand on est passé à la machine à vapeur, quand on a mis l'électricité et on s'est débarrassé de l'arbre de transmission, quand on adopte les technologies, quand on robotise, etc., qu'est-ce qui se passe? Eh bien, j'ai un meilleur rapport prix-qualité, qualité-prix, quoi. J'ai un meilleur rapport qualité-prix. Je produis moins cher, je deviens plus productif, plus compétitif. Donc je peux produire moins cher les mêmes choses ou de la meilleure qualité au même prix, quoi, tu vois. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est que je deviens plus compétitif, donc le marché mondial pour mon produit va augmenter, et donc la demande pour mon produit va augmenter, et donc je vais embaucher davantage. Et cet effet de productivité contrecarre l'effet de substitution. C'est très intéressant. Et il se trouve que dans la robotisation, il est plus important que l'effet substitution. C'est-à-dire qu'au total, les entreprises qui automatisent, elles créent des emplois, parce qu'il y a cet effet de productivité. Et pourquoi il n'y a pas eu de chômage de masse quand il y a eu les révolutions technologiques précédentes? Parce qu'à chaque fois, vous aviez cet effet de productivité qui contrecarrait. Et vous voyez, de faire de l'économie, c'est important. Parce que si vous ne faites pas de l'économie, vous ne savez pas qu'il y a un effet qu'on ne voit pas. L'effet que tout le monde voit, c'est l'effet de substitution. Mais l'effet qu'on ne voit pas, c'est l'effet de productivité. Pourquoi je suis pour enseigner l'économie depuis la 6e et qu'on apprenne l'économie? Moi, en 6e, on apprenait de distinguer le crâne d'un chien, le crâne d'un chat. C'est très important. Mais l'économie, c'est aussi important, quoi. Voilà. Très important. Mais il faut les deux, quoi. Voilà. Donc, voilà. Donc, c'est parce que si on ne voit pas ces effets-là, vous voyez ce que je veux dire? Et donc, ça, c'est très intéressant. Et ce qu'il faut, c'est magnifier cet effet. C'est qu'on dit, voilà, tiens, un effet intéressant. Quelles institutions me permettraient de tirer le meilleur parti de cet effet de productivité? Tu vois, c'est comme ça que tu deviens un optimisme de combat, pas un optimisme anglo-saxon, un optimisme qui dit, mais tiens, là, il y a un effet. Je peux en tirer le meilleur de cet effet-là. Peut-être en poussant des bonnes politiques. D'accord? Voilà, alors maintenant, donc, on va le voir, l'effet de productivité. Je vous dis, parce que vous me dites, mais Philippe Aghion, il raconte des trucs, mais d'où on sait que c'est vrai ce qu'il raconte, hein? Comment on peut savoir s'il a raison? Eh bien, je vais vous le montrer. C'est que d'abord, on va voir que les ventes, que ceux qui automatisent, ils augmentent leurs ventes. Donc, vous voyez, ils vendent davantage, ils ont un marché qui augmente pour leurs produits. Par contre, ceux qui n'automatisent pas, eh bien, ils vont avoir des ventes qui baissent. C'est-à-dire qu'il y aura de business stealing. Ceux qui innovent, eh bien, ils font de la destruction créatrice au détriment de ceux qui n'innovent pas. C'est pour ça que souvent, quand on dit « Ah, mais l'IA, ça détruit des emplois, donc on ne devrait pas faire d'IA. » Mais attendez, mais vous n'avez pas le choix. L'IA, c'est pour tout le monde. Donc si vous n'en faites pas, mais vous allez perdre beaucoup plus d'emplois que si vous le faisiez. Vous ne devez pas comparer l'emploi avec l'IA après à l'emploi aujourd'hui. Vous devez comparer l'évolution de votre emploi si vous mettez en œuvre l'IA au contrefactuel, comme on dit. Si vous ne mettez pas, si vous n'employez pas l'emploi, mais ça va être bien pire, vous allez être laminé, d'accord, voilà. Donc, voilà, et vous voyez que, regardez, ce qui est intéressant,
c'est qu'on voit bien que les ventes augmentent. Vous voyez, ceux qui automatisent, comparé à ceux qui n'automatisent pas, leurs ventes augmentent, leur marché, vous voyez, s'étend. D'accord ? Et alors maintenant, on peut regarder si l'IA, c'est pareil. Donc là, c'est beaucoup des travaux dans le cadre de la commission IA. On avait remis un rapport au président de la République là, il y a un an et demi. Et donc, on a produit ce rapport. Je co-dirigeais la commission avec Anne Bouvreau, qui dirigeait le sommet IA en février dernier. Et les travaux économiques, on les a fait beaucoup avec Simon Bunel. D'accord ? Et là, comme je vous l'ai dit, l'IA est un facteur de croissance parce que ça automatise non seulement. Donc, je vais parler un peu d'IA sur la productivité. Donc, j'essaie de regarder sur la productivité. Donc là, je vais vous dire, ben voilà, j'aimerais vous montrer déjà que l'IA, avant tout, ça dope la productivité. Je deviens plus productif. Donc, je vous ai dit tout à l'heure, quand vous robotisez, vous devenez plus productif. Eh bien, l'IA aussi, quand vous adoptez l'IA, vous devenez plus productif. Alors, laissez-moi donner un exemple de ça. C'est cette entreprise américaine qui appartient au Fortune 500, c'est-à-dire c'est une des 500 entreprises américaines les plus en vue. Et cette entreprise américaine donne des conseils à des propriétaires de PME, à des patrons de PME américaines qui veulent adopter des logiciels. À ce moment-là, donc, tu adoptes des logiciels, tu téléphones tu contactes cette entreprise-là du Fortune 500 et on te met en contact avec des employés. Ils ont des employés dans le monde entier, notamment beaucoup aux Philippines. Et ces employés t'aident à trouver des solutions à tes problèmes. D'accord ? Pour comment j'installe mon logiciel. Voilà. Donc, une manière de mesurer donc voilà. Donc, c'est d'abord donc voilà. Donc, je vais continuer là-dessus. Alors, d'accord. Alors, en fait, donc, on pose des questions aux patrons, on pose des questions à cette entreprise sur comment adopter des logiciels. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut mesurer la productivité d'un employé par le nombre de résolutions par heure. Combien de problèmes, en moyenne, l'employé peut résoudre par heure. Et on compare, en fait, ce qui s'est passé, c'est que cette entreprise, elle a adopté ChatGPT de manière progressive. C'est-à-dire qu'on a mis ChatGPT à la disposition de certains employés et pas d'autres. Et petit à petit, on a diffusé ChatGPT parmi les employés de l'entreprise. Et pourquoi c'est intéressant ? Parce qu'on a, à ce moment-là, on peut comparer, on peut avoir un groupe de traitement qui est les employés qui ont accès à ChatGPT, on peut le comparer à un groupe de contrôle qui sont des employés de qualité comparable, mais qui n'ont pas encore accès à ChatGPT. Et ce qu'ils ont montré, c'est que, eh bien, l'adoption par rapport à ceux qui n'ont pas accès à ChatGPT, ceux qui ont accès à ChatGPT, voient leur productivité augmenter de 14% au bout d'un mois, et au bout de 5 mois, de 25%. Et après, ça reste toujours à 25% de plus. Donc, on voit bien que dans ce cas-là, on voit bien, ça illustre bien le fait que l'adoption de l'IA dope la productivité. Donc, cette entreprise, elle va devenir plus compétitive, elle va pouvoir augmenter la demande pour son produit, et donc s'étendre, et donc créer de l'emploi. D'accord ? Voilà. Donc, effet sur l'emploi, eh bien, d'accord, donc je peux regarder. Alors, je vais regarder d'abord l'éthique. Alors, oui, ça. Donc, on va faire des trucs. Ce qui est passé sur le l'IA, on va faire comme pour les technologies de l'information, la robotisation. Qu'est-ce qu'on a fait dans le cadre de ce rapport avec Simon Bunel ? On a fait une enquête portant sur 9000 entreprises françaises, des entreprises de plus de 50 employés, et puis voilà. Et ce qu'on fait, c'est que, eh bien, on compare les entreprises dites de groupes de traitement qui adoptent l'IA entre 2018 et 2020 à des entreprises similaires qui n'adoptent pas l'IA, d'accord ? Qui l'ont pas encore adopté, quoi, avant 2020. Et donc, le groupe de traitement, c'est les entreprises qui adoptent au moins un peu d'IA entre 2018 et 2020, et les entreprises de groupe de contrôle, c'est celles qui n'adoptent pas du tout l'IA avant 2020. Et qu'est-ce qu'on voit ? Eh bien, on voit que l'adoption de l'IA a un effet positif et significatif sur l'emploi au sein des entreprises concernées. On voit à nouveau que, eh bien, c'est vrai pour les hommes et les femmes, d'accord ? Ça dépend, voilà, c'est vrai, ça concerne, vous voyez, autant les hommes que les femmes. Et on voit également des choses intéressantes, voilà. Et alors, évidemment, le truc, c'est que ça ne va pas affecter de la même manière tous les jobs, vous voyez ? Je ne montre pas la figure, mais si on voit des emplois de l'IA administrative dans des emplois
administratif, là, l'effet est plutôt négatif. Donc, il y a un effet global positif, mais je vous avais dit qu'il y avait de la destruction et de la création d'emplois. Mais ce qui se passe, c'est qu'il y a des effets négatifs sur certains types d'emplois. Donc, l'IA, globalement, les entreprises qui adoptent l'IA, jusqu'à maintenant, elles créent de l'emploi, mais pas uniformément sur tous les métiers. Sur certains, ils augmentent beaucoup, sur d'autres, ils baissent. Et au total, ils augmentent. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est ça, en fait. Alors là, ça relie à un papier produit par le Bureau international du travail et qui décompose les emplois en tâches et qui regarde les effets sur l'emploi de l'introduction de l'IA générative de ChatGPT. Là, le GPT, ce n'est pas le GPT d'ici, hein, on est d'accord. On décompose en tâches. Et donc, ce qu'on fait, c'est la chose suivante. On donne un score très faible à des tâches qui ont peu de chances d'être remplacées par l'IA. On donne un score médian aux tâches qui ont une probabilité médiane d'être remplacées. Et on donne un score très élevé à des tâches qui ont beaucoup de chances d'être remplacées. Et regardez maintenant, c'est qu'on va regarder comment ça se passe. Ici, à droite, j'ai les emplois managériaux. Alors, hotel manager, manufacturing manager, c'est des chefs d'entreprise, quoi. C'est des PDG, quoi. Hein, c'est PDG dans le childcare, PDG dans l'agriculture, PDG dans... Donc, chaque ligne correspond à un emploi managérial, directeur d'un hôtel, etc. Et on voit que la plupart des tâches sont dans la zone de faible remplacement. Et l'idéal, c'est d'être là, en fait, parce qu'il y a quelques tâches rébarbatives qui vont être remplacées par de l'IA, mais la plupart ne le seront pas. Là, c'est le mieux, parce que l'IA va vous remplacer les tâches rébarbatives, vous aurez plus de temps pour les tâches créatives. Mais vous voyez qu'en gros, vous n'avez pas à vous faire de soucis pour l'emploi des managers, d'accord? Ici. Mais si vous allez en bas maintenant, si vous allez d'en bas, vous voyez, donc, le personnel administratif, eh bien là, vous voyez que la plupart sont, vous voyez, la plupart ont des tâches qui ont de grandes chances d'être remplacées. Donc, si je regarde uniquement en fonction de ça, je vais faire une carte. Et ma carte, elle va, voilà. Donc, je vais faire une carte. Je voudrais aller un peu en dessous. Voilà. Et vous voyez ici, ce que je représente, c'est notre collègue Antonin Bergeau, qui lui aussi, il fait partie du Innovation Lab et il est professeur à HEC. Et vous avez entendu parler de lui parce qu'il a eu le prix du meilleur jeune économiste. On est très content parce qu'on est très fiers. Ça fait plusieurs années que le prix du meilleur jeune économiste vient de notre écurie. C'était lui cette année. C'était Alexandra Roulet l'année dernière, on a eu Xavier Jaravel également, et on a beaucoup de gens, on est une écurie qui produisons des prix des meilleurs jeunes économistes. Voilà. Donc voilà, alors ici je représente, quand je vais de gauche à droite, ça veut dire que j'augmente la part des tâches peu susceptibles d'être remplacées. Donc à gauche, les emplois à gauche de ce graphe, je pourrais le diviser en deux comme ça. Quand je suis à gauche, c'est des emplois où beaucoup de tâches vont être remplacées, à droite, peu de tâches vont être remplacées. Quand je vais de bas en haut, en bas, ici, cette deuxième moitié en bas, la moitié du bas, c'est des emplois peu exposés à l'IA. Et le haut, c'est des emplois fortement exposés à l'IA. Et là où je peux avoir peur, c'est le nord-ouest, parce que c'est des tâches à la fois fortement exposées à l'IA et où une forte proportion de tâches ont une chance d'être remplacées par l'IA. D'accord? Et donc, c'est ça qui fait que... Donc, en fait, en Benjamin, je voudrais me dire, tous ces emplois sont disons, à risque, vous voyez, c'est donc les plus vulnérables, vous voyez, les plus vulnérables sont là. Donc ici, il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'effet de l'IA. Là, l'IA, ce n'est pas un problème, et on pourrait penser que télévendeur, comptable, secrétaire, l'IA est menacé par l'IA. Alors, eh bien, en fait, si vous voulez ce que je voulais dire, et là, je ne vais pas le représenter, mais en fait, ce qui se passe, c'est la chose suivante, et je vais vous le raconter en histoire, puisque je ne l'ai pas là entre... C'est qu'en fait, il se passe la chose suivante, c'est qu'en fait, ce n'est pas si simple. On se dit, ça représente à peu près 10%. Ce qui était au nord-ouest ici, ça représente en fait 10% des emplois. Alors on se dit, l'IA menace ces 10%. Mais en fait, ce n'est même pas vrai. Parce que ce qu'on a fait, c'est qu'on a régressé, on a regardé la relation statistique entre adoption de l'IA et emploi dans chacun des domaines. Quand on s'est restreint au bas, on n'a vu pas de relation, c'est pas étonnant, puisque c'est des emplois peu exposés à l'IA. Quand on a regardé la relation statistique entre IA et emploi, eh bien, on n'a vu pas de relation du tout, ce qui n'est pas super. Ensuite, on est allé ensuite au nord-est, ici.
Ben là, on dirait que c'est plutôt une relation positive. On trouve en effet une relation positive, parce que là, l'IA, peu de tâches sont détruites par l'IA, quoi. Donc l'effet de substitution devrait être peu, et c'est plutôt l'effet de productivité qui devrait jouer. Et là où on a peur, c'est là. Et là, c'est là qu'est venue la surprise. On a régressé eh bien, l'emploi sur adoption de l'IA en se restreignant aux emplois qui sont là. Et à la grande surprise, on a trouvé que là aussi, c'était positif. Pourquoi? Parce que ça dépend de l'utilisation de l'IA. Si j'utilise l'IA pour la production ou la sécurité, etc., eh bien, les effets sont positifs. Il n'y a que quand j'utilise l'IA pour remplacer des tâches administratives que l'effet est négatif. C'est uniquement... Donc, pour un effet négatif, il faut avoir un emploi très exposé à l'IA, une proportion de tâches très substituables par l'IA, et l'IA utilisée juste dans un but administratif. Donc, ça fait beaucoup moins que 10%. Alors, donc ça c'est intéressant, c'est-à-dire qu'il y a cet effet, c'est qu'en fait l'effet de productivité eh bien, est en fait très dominant. Donc en fait, la chose c'est qu'on a un effet de productivité qui en fait eh bien, compense l'effet de substitution. Et comment je peux magnifier cet effet? Eh bien là, moi ce que je recommande c'est l'éducation. Il faut l'école, parce qu'à l'école on apprend à apprendre. Or maintenant il y a des gens qui deviennent professeurs avec 5 sur 20 aux épreuves, parce que il y a eu une massification et on n'a pas su répondre. Et donc, il faut mettre des moyens énormes, il faut réformer l'école en profondeur. Voilà. Et là, si vous me démarrez sur la forme de l'école, je peux tenir une demi-heure là-dessus. Moi, j'ai mes propres idées là-dessus, d'autres auront d'autres idées. Il faut réformer l'école en profondeur. Nous n'avons plus l'école que nous avions quand j'étais enfant, qui est une école de très bonne qualité. Un enfant de n'importe quel milieu social avait quand même des grandes chances d'arriver. Aujourd'hui, la sélection sociale est pire que jamais. Nos scores au test PISA baissent et sont de plus en plus reliés au milieu social. Donc là, il y a vraiment un truc à faire avec l'école. À l'école, on apprend à apprendre. Et c'est à l'école qu'on apprend à être adaptable. Il faut à nouveau l'école, mettre les moyens, le savoir de base, maîtrise du calcul, de la grammaire, les dictées, l'orthographe, les devoirs faits en classe, les tuteurs. Tout ça, c'est très important. Et il faut organiser l'école. Donc là, il y a vraiment une énorme réforme de l'école à faire. Ça, c'est gigantesque. Bon, ça, c'est number one. Number one, voilà. Bon. Number two, je crois beaucoup à la flexi-sécurité. J'en ai beaucoup parlé, c'est mon dada. Au Danemark, je vais vous montrer, quand on perd quand au Danemark, je perds je vais revenir à ça tout de suite, maintenant je parlerai d'égalité, mais je voulais voir si j'avais le truc danois, mais je ne sais pas si je l'ai. Est-ce que j'ai le truc danois ici? Quand vous perdez je crois que je voulais voir si j'ai je ne sais plus. Bon, je vais simplement vous le dire. Au Danemark, quand vous perdez votre emploi, pendant 2 ans, vous avez 90% de votre salaire jusqu'à un certain niveau de salaire, et on vous aide à trouver un nouvel emploi. Et eh bien, l'effet sur la santé de perdre votre emploi au Danemark est absolument nul. Vous comparez un travailleur dont l'entreprise ferme ses portes, donc elle ou ils perdent leur emploi, un travailleur d'éducation, d'âge, d'expérience similaire dans une entreprise qui n'est pas fermée. Eh bien, vous voyez que ce qui se passe, c'est qu'il n'y a aucune incidence sur la consommation d'opioïdes, il n'y a pas de stress, il n'y a pas d'effet sur le stress, il n'y a pas d'effet sur la probabilité d'avoir des problèmes circulatoires, il n'y a pas d'effet sur la mortalité. C'est un système formidable, le système de la flexi-sécurité. Et moi, je crois beaucoup, il y a une grande peur. Évidemment, ça marche très bien la flexi-sécurité quand vous avez un bon système éducatif. Il faut des gens adaptables, il faut des gens qui aient eu des bonnes bases éducatives pour que ça marche bien. Tu ne feras jamais un bon système de flexi-sécurité avec un système scolaire déficient. Et moi, je crois qu'il y a cet effet de productivité. Pour le magnifier, il faut un très bon système éducatif et par-dessus, un très bon système de flexi-sécurité avec un très bon système de formation professionnelle. Et ça, je crois que c'est la priorité. Et je crois que la réponse pour dire il y a la destruction créatrice, l'IA, on ne peut pas y échapper. Si on n'adopte pas l'IA, il y aura encore beaucoup plus de pertes d'emplois que si on l'adopte. Mais il faut se préparer. Et de la même manière que pour tirer le meilleur potentiel de croissance de l'IA, il faut des politiques de concurrence, eh bien, pour tirer le meilleur potentiel de l'IA en termes de croissance, eh bien, pour tirer le meilleur potentiel de création de l'emploi de l'IA, il faut des bonnes politiques d'éducation, flexi-sécurité. Mais je voulais vous dire une chose suivante. Vous pouvez me dire, mais c'est quand même curieux ce que vous nous avez dit. Tout à l'heure, vous nous avez dit que les entreprises qui adoptent l'IA ou la robotisation, ils créent des emplois au détriment de celles qui n'ont. Donc, si vous regardiez l'emploi agrégé, il ne devrait pas être affecté par ces révolutions. En fait, il augmente aussi. Pourquoi? Parce que comme j'ai un produit beaucoup plus compétitif,
J'arrive à attirer des consommateurs qui avant n'étaient jamais attirés. Donc ce n'est pas un jeu à somme nulle entre ceux qui adoptent et ceux qui n'adoptent pas. Et c'est pour ça qu'au niveau macro, il y a un effet également. Ce n'est pas juste au niveau de l'entreprise, mais même si j'agrège au niveau de l'industrie, je vois qu'effectivement, là à nouveau, il y a un effet positif de la robotisation ou de l'adoption de l'IA sur l'emploi au niveau agrégé, parce que ce n'est pas un jeu à somme nulle. Vous voyez, j'attire des consommateurs qui avant n'étaient pas attirés par ces produits-là ou ces technologies-là. Et donc ça, c'est très important de comprendre que ce n'est pas un jeu à somme nulle. Et taxer les robots, c'est contre-productif parce que j'ai découragé l'adoption de ces technologies nouvelles qui créent de l'emploi. Donc je ne pense pas que ce soit une très bonne idée de taxer les robots. Ça serait comme taxer l'innovation. Merci beaucoup et à la semaine prochaine.